Alors, voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Mensa Poitou-Charentes pour cette nouvelle conférence qui aujourd'hui nous est présentée par Emmanuelle Puydebas, qui est directrice de recherche au CNRS, ainsi qu'au Musée d'histoire naturelle, médaillée d'argent du CNRS et qui a la médaille de la Légion d'honneur. Et c'est un grand honneur pour nous, pour Mensa Poitou-Charentes, de vous recevoir aujourd'hui. Et je vous laisse la parole, Emmanuelle, pour vous présenter. Mais c'est moi qui vous remercie et tout l'honneur est pour moi et je suis ravie d'être avec vous ce soir, même à distance, pour partager avec vous ma passion pour les animaux. Et alors la conférence s'intitule ce soir Intelligence animale au pluriel parce qu'il y a plein d'intelligences différentes et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Et le sous-titre s'appelle Cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant, puisqu'il fait référence à un livre que j'avais écrit, mais surtout à 2 idées reçues, parce qu'il y a plein d'idées reçues justement dans ce domaine. Et cervelle d'oiseau, c'est une première idée reçue qui est fausse, dans le sens où on utilisait et on utilise encore parfois cette expression en faisant référence au petit cerveau des oiseaux, comme si un petit cerveau, c'était synonyme de stupide. C'est tout à fait faux. Les oiseaux ont des petits cerveaux, mais ça fonctionne très bien, rassurez-vous. C'est pas une histoire de taille. Et la 2e idée reçue, mémoire d'éléphant, pour le coup, là, c'est une idée reçue qui est vraie. Les éléphants ont une mémoire exceptionnelle, qu'elle soit spatiale, auditive, olfactive, et cetera. Donc voilà, donc de la conférence, c'est de vous parler des intelligences animales et d'essayer de voir au fur et à mesure les différentes idées reçues qu'il y a dans ce domaine. Alors, pour me présenter, pour poursuivre un petit peu la présentation, ma présentation. Moi, je travaille sur le comportement, animal et aussi les performances. Les performances, c'est ce qu'on peut vraiment quantifier, donc les vitesses, les sauts, les performances musculaires, les forces, et cetera. Et j'ai beaucoup travaillé sur les grands singes au début, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais depuis quelques années, je suis aussi intéressée par plein d'animaux différents. J'espère que vous voyez ma souris, normalement oui. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les grands singes au départ, les gorilles, les orang-outans. Vous en avez ici un petit bébé qui s'appelait Mandy, qui s'appelle toujours Mandy aux eaux de Beauval, sauf que maintenant elle fait plus de 100 kilos. Là, elle était toute petit bébé. Je travaille aussi sur les chimpanzés. Là, je vous présente Lily, qui est aux eaux de Beauval également. Mais je travaille aussi sur des tout petits primates, en l'occurrence les microceps, sont des petits lémuriens. Et puis, je peux travailler sur des mammifères aquatiques, les lamantins, sur des carnivores, les loutres, les carnivores. J'ai un gros projet sur les éléphants là depuis 4-5 ans aussi. Et puis, je peux être amenée à travailler sur des petites bêtes un petit peu plus mal aimées, voire méconnues, voire qui passent souvent pour des imbéciles. Et c'est tout le contraire, comme chez les araignées. D'autres arthropodes comme les bernards l'ermite, et puis chez les reptiles et amphibiens, par exemple les grenouilles, mais aussi les serpents. Donc vous voyez que c'est relativement large. Alors tout ça pour vous dire qu'il n'y avait rien de prévu, puisque moi quand j'étais petite, j'étais une fan absolue de tennis. Ça a payé mes études, hein, j'ai été prof de tennis pendant très longtemps. Donc j'étais une fan absolue. Puis un jour, je suis tombée à la télé sur une émission où un certain Yves Coppens parlait de sa petite Lucie, qu'il avait co-découverte en 1974. Et je suis tombée littéralement amoureuse à la fois du professeur et de Lucie en même temps. Ça m'a complètement fascinée. J'étais adolescente, hein. Et voilà, et ça a vraiment changé mes objectifs pour la suite de ma scolarité. Donc après l'avoir vu à la télé, j'ai lu son livre, un petit livre, Le singe, l'Afrique et l'homme, qu'on est énormément de ma génération à avoir lu, qui a achevé ma passion pour l'évolution humaine, les origines de l'homme et cette définition des humains, qui me préoccupait beaucoup à l'époque, puisqu'on disait que les humains, ils étaient caractérisés par la bipédie. Bon, ça, on est tous d'accord, mais aussi par l'utilisation d'outils. Et ça me préoccupait beaucoup parce que dans les années 60, on savait
déjà que les chimpanzés utilisaient des outils. Et donc, voilà, ça me questionnait cette définition des humains. Et je sentais qu'il allait falloir creuser cette partie-là. Et puis, pour la petite histoire, donc j'ai fait des études dans le domaine de l'évolution humaine, et puis en plus, après, des animaux, etc. Et puis, au moment où j'ai voulu faire une thèse de doctorat, je n'avais pas de financement, donc je me payais un petit peu mes études toute seule. Et puis, j'ai quand même candidaté à une bourse qui s'appelle la bourse de la vocation. Et dans le jury de la bourse de la vocation siégeait un certain Yves Coppens. J'ai déposé un dossier avec un projet scientifique dedans, qui en plus allait un peu à l'encontre à l'époque de sa théorie. J'étais un peu soit gonflée, soit naïve, soit les deux, je ne sais pas. Enfin, naïve, ça c'est sûr. Et j'ai été sélectionnée. Donc du coup, ça a été un moment assez incroyable, puisque j'ai eu un message sur mon répondeur d'Yves Coppens qui me disait que j'avais la bourse de la vocation. J'ai dû écouter le message une bonne centaine de fois parce que j'y croyais pas. J'ai fini donc par le rencontrer grâce à ce prix scientifique. Il a accepté d'être mon directeur de thèse, et voilà, et toute l'histoire a commencé là. On s'est ça a été, j'en parle un peu dans cette conférence parce qu'il nous a quittés il y a pas très longtemps, et voilà, du coup, j'en parle un peu plus qu'avant. Donc voilà, grande aventure avec Yves Coppens, où j'ai assisté. Alors lui, les décorations, hein, moi j'en ai deux belles, enfin j'en ai d'autres, mais les deux plus belles, c'est celles que vous aviez citées, et je vous remercie encore. Lui, il en a eu pléthore. Donc j'ai eu la chance d'aller à l'Élysée pour assister à sa dernière décoration. Il y a plusieurs grades dans la Légion d'honneur, ce que je ne savais pas. Donc lui, il a à peu près tout reçu. Donc j'ai eu la chance de vivre ça. Et puis quand le ministère de l'écologie m'a sélectionné pour la Légion d'honneur, alors moi au premier grade, hein, j'ai demandé à ce que ce soit pas le ministre, mais à ce que ce soit Yves Coppens qui me la remette, et c'était facile puisque la règle disait qu'il fallait que ce soit quelqu'un de plus décoré que moi. Donc comme Yves Coppens a reçu à peu près toutes les décorations qui existent dans notre pays, voire même voire d'ailleurs à l'étranger, c'est lui qui m'a remis ma Légion d'honneur au laboratoire, et c'était un très très grand moment. Voilà, je clôt la parenthèse Yves Coppens, mais qui explique quand même mon histoire scientifique, qui a pour but aujourd'hui, et rassurez-vous, après on va rentrer dans le vif du sujet, qui consiste aujourd'hui à comprendre les liens qu'il y a entre tous ces paramètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire on a tous un terrain génétique. Attendez, je vais juste pousser parce que j'ai une barre qui me... Voilà. D'ailleurs, vous voyez ma barre où il y a écrit désactiver le son, arrêter la vidéo, participant, tout ça? Vous la voyez, vous, ou pas? Non, non, on voit pas. On voit que Ah bah l'écran tant de mieux. présentation. Ok, bon, bah super. Ouais, Merci. Donc, je du vous en coup, prie. voilà. Chaque bestiole, chaque individu, hein, qu'il soit un humain, un rat, ou une araignée, a un patrimoine génétique. Et ces gènes sont liés à ce qu'on appelle le phénotype. Alors, c'est un mot qui a l'air compliqué, mais en fait, ça veut juste dire à quoi on ressemble. Voilà, est-ce que je suis petit ou est-ce que je suis grand, hein, petit comme une souris, grand comme un éléphant. Tout ça, ça a un lien avec la performance. En gros, si je caricature, est-ce que je suis rapide comme un guépard ou lent comme un paresseux? Évidemment, tout ça va avoir un lien sur le comportement. Est-ce que je suis un prédateur ou est-ce que je suis plutôt une proie, ici comme un insecte, ou un prédateur, ici comme un petit primate, en l'occurrence le microcèpe que je connais bien. Ça va avoir un lien aussi sur voilà, est-ce que je me déplace plutôt dans les arbres ou est-ce que je me déplace plutôt au sol? Et puis, comprendre le lien entre tous ces paramètres, c'est ce qui va nous aider à comprendre si un animal, il va survivre, il a un bon potentiel de survie ou pas, et est-ce qu'il va disparaître ou pas. Donc moi, je suis dans un laboratoire qui s'appelle MECADEV, Mécanisme adaptatif et évolution. On s'intéresse beaucoup à comprendre l'interaction entre tous ces paramètres pour justement être capable de comprendre pourquoi certaines espèces ont survécu et pas d'autres. Et puis, dans les années qui viennent, qui risque de disparaître et qui risque de survivre, et comment est-ce qu'on peut les aider aussi au mieux à survivre. Voilà. Donc, il y a bien sûr une multitude de comportements qui impliquent des intelligences différentes. On en trouve dans les utilisations d'outils, dans la construction animale, la coopération, la manière de se déplacer, toutes les capacités à mémoriser, tout ce qui est lié à la triche. Il y a beaucoup de triche dans le monde animal, pas que chez les humains. L'automédication, la culture, le langage, les émotions. Enfin, voilà, il y a énormément d'exemples. On ne pourra pas tout voir ce soir. Moi, j'ai fait un choix ce soir, vous allez voir, qui nous permet de discuter des idées reçues. Mais évidemment, il faudrait à peu près 10, 10 jours pour voir tout ça en détail. Donc voilà, j'ai fait un choix, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec des intelligences animales qu'on rencontre dans le
dans tout ce qui est nourrissage, tout ce qui est recherche de nourriture. Et on va commencer avec quelques utilisations d'outils. Alors, en général, vous connaissez bien les utilisations d'outils des chimpanzés parce que ça a été relativement bien médiatisé, où on voit des chimpanzés qui utilisent des branches de pierre pour casser des noix. Mais en général, vous connaissez un petit peu moins bien les singes capucins. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une petite femelle capucin qui prend une pierre et vous voyez, elle a placé sa noix sur un tronc dans un petit creux pour la stabiliser et elle prend une pierre pour casser la noix. C'est des mois d'apprentissage pour les jeunes, pas les petits, ils n'y arrivent pas. Là, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Les singes capucins, on est en Amérique du Sud. Là, en l'occurrence, on est au Brésil. C'est une collègue américaine qui travaille dessus depuis à peu près 30 ans. Et donc, il y a tout un choix extrêmement complexe du choix du support pour bien stabiliser la noix et le choix aussi de la matière première pour la casser. Ce sont des noix qui sont très difficiles à casser. C'est comme les noix des chimpanzés, pour avoir essayé, moi, en Côte d'Ivoire, de les casser. Ce sont des apprentissages de mouvements et de choix de matériaux, de matières premières pour casser les noix qui sont extrêmement difficiles. Voilà, c'est tout un apprentissage. C'est pas si simple, quoi, parce que le but du jeu, c'est d'ouvrir la noix, mais il ne faut pas l'écraser non plus. Donc, voilà, c'est toute une subtilité dans l'apprentissage à trouver pour réussir à ouvrir les noix. Et puis, vous avez aussi d'autres singes moins connus qui utilisent des outils. En l'occurrence, là, vous avez en bas un macaque crabier. Donc, comme son nom l'indique, il adore les crabes et il va utiliser des pierres pour casser les crabes. Et ce qui est très intéressant chez ces macaques-là, c'est qu'ils ne mangent pas que des crabes, ils mangent aussi plein de coquillages différents, des moules, des huîtres, etc. Et en fonction des coquillages qui doivent ouvrir, qui doivent casser, ils vont utiliser des outils différents. Donc, ils ont toute une panoplie différente d'outils qu'ils sélectionnent en fonction de la dureté de la coquille qu'ils doivent casser. Et quelque chose qu'on ne connaît pas très bien non plus, c'est leur capacité à nager. Là, on est au fond de l'eau, ce sont des macaques crabiers aussi. Donc là, ils sont au fond de l'eau, vous voyez, ils vont chercher les coquillages qui les intéressent. Ils peuvent aussi en profiter pour sélectionner les outils d'ailleurs. Donc là, il a chopé, hop, un coquillage, il va remonter et après, il va les sélectionner, ces outils. Donc, il y a plein de singes qui savent très, très bien nager. J'ai découvert ça à mes dépens, à mes débuts, mais je crois que vous en parlez après, donc je vais enchaîner. Toujours pour se nourrir, on a aussi des comportements très intelligents, avec, dans le sens, c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça, c'est quoi l'intelligence? Moi, je suis dans un laboratoire qui travaille sur les mécanismes adaptatifs. Donc, moi, je vois l'intelligence, si vous voulez, comme une capacité d'adaptation, c'est-à-dire trouver la solution à des problèmes à résoudre pour survivre. Donc, c'est une définition qui est relativement large, même si elle implique, comme dans les sciences cognitives, tout ce qui est lié à l'apprentissage et à l'amélioration de la tâche, par exemple. Donc, en dehors des primates, pour se nourrir, il y a d'autres comportements intelligents. Et on va voir un exemple. Les oiseaux, vous allez voir, ils vont souvent revenir dans la conférence. Donc là, on est là, c'est un vautour percnoptère. Il y en a en Égypte notamment. Donc, vous voyez, ils prennent des pierres pour les lancer sur les œufs, pour les ouvrir. Alors, c'est un petit peu moins complexe en termes d'apprentissage, mais néanmoins, ils savent très bien utiliser des outils aussi pour casser les œufs. Et puis, si on part un petit peu, donc là, vous voyez, hein, des primates, oiseaux, et puis on va aller un petit peu chez les invertébrés. Là, pareil, là, on est chez une araignée que certains chercheurs ont appelée l'araignée mathématicienne. En fait, ce que vous voyez ici, ce sont des petites pierres en quartz que l'araignée a disposées autour de son terrier. Là, le trou que vous avez au milieu, c'est l'entrée du terrier de l'araignée. Et en fait, ce que fait l'araignée, c'est qu'elle tisse son fil de soie autour des pierres et elle prolonge ce fil à l'intérieur du terrier. Et elle est au fond. Et en fait, ce que les chercheurs ont démontré, c'est que le choix des pierres était absolument pas aléatoire. La forme des pierres, vous voyez, il faut que ça s'imbrique relativement bien pour que ça forme quelque chose de circulaire autour du terrier. Et en plus de ça, le plus souvent, c'est du quartz. Tout ça pour en fait que ça augmente la vibration du fil de soie. Parce que l'idée, en fait, c'est que quand une petite proie va arriver, elle va toucher la soie. La vibration sur le fil va être amplifiée grâce aux pierres en quartz et du coup, cette vibration va se prolonger le long du fil qui va ensuite alerter l'araignée qui est au fond du terrier. Donc, ce genre de comportement, c'est une utilisation d'outils aussi, hein, c'est une utilisation de pierres qu'elle place autour de son terrier.
C'est une utilisation d'outils comme un amplificateur de son, si vous voulez, pour être alerté quand une proie arrive. Donc voilà, ça existe chez les invertébrés et chez les araignées en particulier. Et puis pour se nourrir, donc ça, ce sont les exemples que je vous ai montrés, ce sont des exemples issus du milieu naturel. Mais il y en a d'autres qui sont issus d'études scientifiques en contexte expérimentaux, parce que en fait, en milieu naturel, vous pouvez avoir c'est la vraie vie de l'animal hein, déjà, et d'une, mais vous ne savez pas forcément jusqu'où l'animal est capable d'aller. Un exemple que je donne toujours, c'est que quand moi j'ai commencé mes premières recherches scientifiques, j'entendais toujours parler des gorilles qui étaient moins intelligents que les autres grands singes parce qu'ils n'utilisaient pas d'outils en milieu naturel. Et ça me choquait en fait, parce que c'est pas parce qu'ils ne l'utilisent pas en milieu naturel qu'ils ne savent pas le faire. Et la première expérience que j'ai faite en parc zoologique d'utilisation d'outils chez les gorilles, ils ont réussi tout de suite. Ils ont même été plus loin que la tâche que je leur avais proposée. Donc voilà. Donc en gros, le milieu naturel, c'est qu'est-ce qu'ils font pour de vrai, hein, finalement. Mais le contexte expérimental vous permet de comprendre jusqu'où ils sont capables d'aller et c'est extrêmement complémentaire. Donc je trouve ça dommage quand on oppose les deux parce que les deux sont complémentaires. Alors on va rester chez les invertébrés. Je suis désolée, il y a tout qui est apparu en l'animation elle a merdouillé un peu là. Je suis désolée, c'est pas très grave. Je vais vous montrer le premier exemple. On va rester chez les invertébrés et là on est chez les bourdons. Et ce que vous voyez, c'est sur les pastilles bleues, il y a une des pastilles bleues où il y a du sucre. Là, en l'occurrence, le bourdon a tout de suite compris où était le sucre et il tire sur la ficelle pour récupérer la pastille. C'est aussi une utilisation d'outils hein, et vous voyez, on est chez un invertébré. Et ce qui est encore plus intéressant dans cet exemple, c'est qu'en fait, il va donner la solution aux congénères d'après. Vous savez, la communication chez les abeilles, chez plein d'insectes d'ailleurs, hein, elle est extrêmement complexe. Et là, il transmet la solution. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le sucre est au milieu, il lui transmet la solution. Comment il fait? J'en sais rien, mais le résultat, c'est que ceux d'après vont trouver la solution tout de suite, alors que ceux qui sont novices vont procéder par essai-erreur, c'est-à-dire qu'ils vont essayer plusieurs pastilles avant de comprendre là où elle est. Et puis, on va aller un petit peu chez les oiseaux, parce que là, je vous disais au tout début qu'une idée reçue était liée à cette expression cervelle d'oiseau, dans le sens où petit cerveau égale stupide. On sait aujourd'hui que c'est bien plus compliqué que ça. Je vais vous montrer un premier exemple. Donc là, en fait, attendez, je vous explique quand même avant de la lancer. Là, en fait, donc on est chez les corvidés. Il y a plein d'exemples chez les freux, chez les corneilles, qui montrent qu'ils ont des capacités à résoudre des problèmes qui sont extrêmement développés. Là, l'expérience consiste vous voyez, vous avez un tube avec de l'eau et en surface de cette eau flotte une petite graine. Le bec de la corneille, là, c'est un freux. Enfin, peu importe. Le bec là, de l'oiseau, il est trop court pour aller chercher sa graine. Donc, les expérimentateurs vont lui proposer une solution potentielle pour voir si elle comprend comment elle pourrait utiliser les objets qu'ils vont lui proposer pour récupérer la graine. Donc là, elle observe beaucoup le dispositif. Et là, voilà, l'expérimentateur va apporter des cailloux. Et la corneille, là, c'est le premier essai. Hein. Hop, elle met tout de suite les cailloux dans le tube, ce qui a pour effet de faire monter le niveau de l'eau. Il y a un petit contrôle de temps en temps. Elle met les cailloux, il y a un petit contrôle de temps en temps. Hop, toujours pas assez, j'en remets un. Et elle va finir par récupérer la graine. Ce qui est absolument extraordinaire dans cette expérience, alors une fois qu'on connaît bien les corvidés, on n'est pas étonné, mais ce qui est absolument génial dans cette expérience, c'est qu'au premier essai, elle met 9 cailloux, et dès le troisième essai, elle n'en met plus qu'un, parce qu'elle a compris qu'en mettant le caillou le plus gros, le plus volumineux, le niveau de l'eau montait beaucoup plus vite. Donc non seulement, non seulement ils résolvent les tâches, les corvidés, mais en plus de ça, ils s'améliorent au fur et à mesure des essais. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas toujours le cas. Un autre exemple. Ah, pardon, en fait, j'avais mis comme j'ai une barre sur mon écran, je vois pas. En fait, je vous avais mis c'est pas grave, je vais vous le montrer. Alors, moi, je le vois pas bien, mais je pense que ce que vous voyez en bas, c'est le troisième essai. Il est coupé, voilà. Donc là, au troisième essai, vous avez l'expérimentateur qui ramène les mêmes cailloux. Et là, vous allez voir, elle va en mettre qu'un seul.
Du coup, j'ai plus de suspense, hein. Je pensais pas que je l'avais mis, je vois pas bien mon écran. C'est pas grave. Là, vous voyez, elle en a mis qu'un seul. Donc elle a très bien compris qu'en mettant le plus gros, le niveau de l'eau montait plus vite. Et il y a plein d'expériences comme ça chez les corvidés qui montrent qu'ils ont une parfaite connaissance des propriétés des matériaux, les volumes, les textures, les masses, etc. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Et un autre exemple, alors attendez, je vais voir si je peux pas vous le mettre en plein écran parce que ça, j'ai eu un souci dans la conversion de mon PowerPoint. Je suis désolée. Hop, je vais vous le mettre en plein écran, j'en ai pas pour longtemps. Hop, voilà et voilà. Hop. Non, ça marche toujours pas, ça veut pas. Bon, bah, c'est comme ça. Hop. Alors là, je vous le remets juste un petit peu en arrière. Voilà, l'expérience est la suivante. Dans cette boîte ici, vous avez une petite graine qui est au bout et le bec est trop court pour aller la chercher. Donc, il va falloir que l'oiseau, la corneille, trouve une solution pour aller la chercher. Donc, elle regarde, OK, la graine, elle est là, vous voyez, elle est loin. Et là, elle regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Là, je retourne voir. Là, pour l'instant, c'est une observation de la tâche à résoudre. Et elle voit qu'il y a plusieurs dispositifs de proposés. Là, je vous laisse regarder. Donc là, elle cherche visiblement à récupérer une petite brindille qui était au bout de la ficelle. Elle galère un peu. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément, c'est justement les capacités de manipulation, mais ça, c'est autre chose. Et là, avec cette première brindille qu'elle a récupérée, elle va essayer de récupérer son fruit. Elle essaye quand même. Non, trop court. Donc, elle va aller dans l'autre boîte où se trouve un autre outil qui est plus long. Voilà. Et avec cet outil plus long, elle va aller chercher son fruit. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a énormément d'expérimentations comme ça chez les corvidés qui montrent qu'ils sont capables d'enchaîner des tâches différentes pour réussir en fait à obtenir leur nourriture. Donc c'est un enchaînement de tâches et quand on travaille sur des animaux comme ça, on peut vraiment essayer de s'amuser à rendre les tâches de plus en plus complexes pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Et le problème avec les corvidés, c'est qu'ils sont surpris à chaque fois, donc ils complexifient en permanence les tâches en fait. Donc vous voyez, on est très 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 loin des cervelles d'oiseaux. C'est pas un problème de taille, c'est un problème de connexion neuronale. Et comme on a eu beaucoup de mal à quantifier les neurones, ce sont que des modélisations, on s'est beaucoup planté sur ces histoires de taille du cerveau. C'est beaucoup plus un problème de connexion neuronale et de nouvelle création de réseaux de neurones, et c'est extrêmement compliqué à quantifier. Et puis toujours en captivité, hop, on va ça. Toujours en captivité pour se nourrir. Ça, c'est une expérimentation qu'on a mis en place avec, il y a quelques années maintenant, avec une de mes anciennes doctorantes, où en fait, on voulait vraiment comprendre quelles étaient les spécificités humaines. Parce que si vous voulez, dans la littérature scientifique, en permanence, il était décrit que justement, Lucie, par exemple, c'était pas un humain parce qu'elle avait un pouce relativement court. Bon, en l'occurrence, un australopithèque, hein, il n'y a pas de doute aujourd'hui, elle était encore en partie arboricole, etc. Mais en gros, si je caricature à peine en vous disant qu'il y a eu toute une époque où quand on trouvait des fossiles, des ossements, donc avec pas loin des outils en pierre, on en déduisait que c'était Homo habilis, parce que s'il y avait des outils, c'était forcément des humains qui les avaient inventés. Et du coup, on en a déduit que les fossiles qui avaient des pouces longs comme nous, les humains d'aujourd'hui, donc des pouces relativement longs et relativement larges, c'est-à-dire qu'avec l'extrémité du pouce qui a une pulpe relativement large, alors on avait les inventeurs d'outils et les humains. Sauf que moi, ça fait, je compte plus maintenant, hein, mais ça doit faire bien 30 ans que je les animaux et en particulier les grands singes, et je me disais depuis le début que ça tenait pas ce truc-là. Parce que les grands singes ont un pouce court, voire extrêmement court, par exemple pour les orang-outans, et une extrémité du pouce qui est relativement fine.
Elle n'est pas large du tout, l'extrémité du pouce des grands singes. Et pourtant, ils ont une dextérité extrêmement développée en termes de manipulation. Encore fallait-il le démontrer. Donc, j'ai fait plein d'expériences pour le démontrer. Et maintenant, c'est juste une évidence. Mais je vous en montre une, en fait, qui consistait, j'espère que ça va se passer devant. Hop là, un peu fort. Qu'est-ce que c'est pénible. Je suis désolée. Bon, c'est pas grave. En fait, attendez, j'ai un vrai problème avec mon PowerPoint. Je suis vraiment désolée. Il m'a enlevé toute mon animation. Je ne sais pas pourquoi. C'est très embêtant parce que du coup, ça m'est jamais arrivé. Il fallait que ça tombe sur vous, au Poitou-Charentes. Je suis désolée pour les Poitou-Charentes. Aucun souci, tout va bien. On est heureux d'être avec vous. Non, mais je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas de peau. J'ai toute mon animation qui est partie. Tout arrive en même temps. Pas de Bon, problème. Pas de problème. l'expérience est la suivante. Déjà, première chose, ça occupe les animaux parce que moi qui travaille aussi beaucoup dans les parcs zoologiques, il y en a quand même beaucoup qui s'ennuient. Donc, la première chose, c'est que tous ces dispositifs expérimentaux, c'est vraiment un enrichissement pour eux et c'est les premiers à venir pour jouer, j'ai envie de dire presque, à ces protocoles. Alors, l'expérience, en quoi consiste-t-elle? Vous voyez un labyrinthe ici en bois avec plein d'obstacles à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a mis des fruits, en l'occurrence, ce sont des noix. Et on fournit aux grands singes, parce que ça, on l'a testé chez tous les grands singes, gorilles, orang-outans, bonobos, chimpanzés, et on l'a fait aussi chez les humains, les enfants et les adultes. Et donc, on leur fournissait des branches et on voulait voir comment ils allaient fabriquer leur outil et comment ils allaient se débrouiller pour ramener les noix qui étaient bloquées dans le labyrinthe. Pourquoi cette tâche? Parce que pour ramener des noix à l'intérieur d'un labyrinthe comme ça, avec des obstacles, ça demande beaucoup de dextérité. Voilà, donc l'hypothèse, c'était que s'ils y arrivaient, c'est qu'ils avaient une bonne dextérité, malgré des pouces relativement courts. Et ce qui nous intéressait aussi de voir, c'est comment ils se débrouillaient. Donc là, attendez, je vais juste baisser un peu le son. Hop. Donc là, vous avez une femelle gorille qui a pris son outil et qui récupère. C'est un premier essai. Hop, vous voyez le changement de position dans la main de l'outil. Il a changé l'outil de position dans la main. Il continue à faire progresser sa noix le long du labyrinthe. Nous, ce qu'on comptait, c'est le temps pour récupérer la noix, la trajectoire que la noix avait prise, le nombre d'obstacles qui avaient été touchés. Hop, changement de position dans la main. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand il a changé plein de fois, il change de posture dans sa main. C'est-à-dire, il change la position de son outil dans une seule main, sans céder de la deuxième. Des fois, il cède de la deuxième main, des fois, il ne cède pas de la deuxième main. Et cette capacité, ce qu'on appelle les mouvements intramanuels, c'est-à-dire être capable de faire bouger un objet à l'intérieur même d'une main sans céder de l'autre, c'est quelque chose qu'on pensait uniquement humain avant tous mes travaux et ceux de mes étudiants. Donc là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun problème, que tous les grands singes étaient capables de récupérer les noix, et notamment avec des mouvements intramanuels. Alors là, ce que vous avez en bas, d'ailleurs, le record est attribué à une femelle bonobo, et vous allez comprendre sur l'image pourquoi sur l'image d'en bas. C'est qu'en fait, cette femelle bonobo sélectionnait des branches. Alors ça, c'était évidemment, ils effeuillaient avant. On leur donnait pas les outils tels quels, on leur donnait des branchages, et c'est eux qui enlevaient les feuilles et qui sélectionnaient leurs branches. Là, en l'occurrence, cette femelle bonobo qui s'appelle Daniela, là, on est à la vallée des singes. Donc, elle sélectionnait systématiquement les branches courbes et elle effeuillait. Et en fait, le fait d'avoir une branche courbe, ça lui permettait d'avoir un meilleur bras de levier. Du coup, elle avait la main plus basse, elle n'avait pas besoin de la mettre haute et elle était sûrement plus confortable. Et ça lui donnait un meilleur bras de levier pour ramener les noix. Et c'est elle qui a eu le record d'ailleurs de récupération de la noix devant les humains et devant les autres grands singes. Après, en moyenne, les humains ont fait mieux. Là, donc, je ne peux plus parler maintenant en voiture et j'arrive bientôt à destination. C'est pas moi qui conduis, mais j'arrive à destination. Donc, mince. C'était une question ou j'ai mal. Je Oui, sais pas. oui, je vais essayer. Puis, Je demain, sais pas. peut-être dans la journée. Est-ce que demain, il y a un moment où je peux t'appeler? Ah, pardon, je croyais que c'était une question. Ouais, C'est demain, juste quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Je vais continuer. Toujours pour récupérer la nourriture. Ah, vous avez involontairement coupé votre micro, Madame Puydeba. On vous entend pas. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Ah, je sais pas quand ça a coupé. Vous avez entendu pour l'outil courbé?
Oui, Ok, oui, c'est bon. ok, super. Donc là, on a parlé de plein de bestioles différentes et en l'occurrence d'une idée reçue liée à la taille du cerveau. J'aime bien parler des oiseaux pour justement lutter contre cette idée de la taille du cerveau. Et là, on va parler d'autres animaux qui ont été et qui sont toujours malheureusement ignorés dans la littérature liée aux sciences cognitives, donc à l'intelligence animale. Alors, un petit peu moins ignorés, ça commence à venir, ce sont les reptiles. Et chez les reptiles, il y a des exemples d'utilisation d'outils qui sont vraiment géniaux, qui ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Alors ça, c'était la première fois que ça avait été publié en 2013, mais ça continue. Et moi, je travaille sur les serpents un peu en ce moment et c'est juste fascinant. Il y a tout à découvrir. Là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est alors ils ont montré ça chez les crocodiles et les alligators, donc notamment aux États-Unis, enfin en Louisiane. Là, vous avez donc des alligators qui, vous voyez, qui se mettent des branchages sur la tête. Et ce sont pas du tout des branchages aléatoires, ce sont des branches qui sont utilisées par les aigrettes en période de nidification. Donc, que font les crocodiles et les alligators? Ils se mettent ces branchages sur la tête. Ensuite, ils descendent légèrement sous la surface de l'eau, ce qui fait que les branchages semblent flotter à la surface de l'eau et ils s'en servent comme un appât pour aller pour appâter en fait les aigrettes. Et donc les aigrettes veulent aller chercher, elles, les branchages pour faire leur nid et elles se font piéger, elles se font chasser à ce moment-là. Donc c'est une utilisation d'outils en guise d'appât pour chasser les aigrettes. Et c'est un crocodile qui fait ça, tout comme d'ailleurs les crocodiles ont souffert comment dire, d'un manque d'attention maternelle, ce qui est totalement faux. L'attention maternelle n'est pas le propre des mammifères. Les mamans crocodiles protègent très bien leurs petits et voilà, et vous voyez que là, ils sont tout à fait capables d'avoir un comportement qui leur permet de chasser plus facilement. Et puis l'utilisation d'outils pour chasser, alors ça aussi, moi, quand j'ai commencé mes études en anthropologie, on nous expliquait qu'il y avait tout un tas de critères qui étaient spécifiques aux humains, le partage de nourriture, le transport de l'outil, enfin, il y avait toute une liste comme ça. Et il y avait aussi l'utilisation d'armes pour chasser. Or, les chimpanzés font ça très bien. Au Sénégal, il y a une population de chimpanzés qui se fabriquent des harpons. Alors, je pense que vous le voyez là sur cette image-là. Vous voyez la branche, et ici, elle est prolongée par un piquant. C'est une pointe que s'est fabriqué le chimpanzé. Ce n'est pas une branche qu'il a trouvée comme ça. Il a cassé une branche et il s'est fabriqué un harpon ici. Donc, il y a une pointe. Et en fait, ce qu'il va chercher, c'est ce petit singe qu'on appelle le galago. Alors, il est adorable, le pauvre. Le galago, il niche en fait souvent dans des troncs d'arbres creux. Et donc, quand il niche dans les troncs d'arbres creux, les chimpanzés, pas tous, mais certains chimpanzés vont essayer de le faire sortir en le piquant comme ça avec le harpon pour ensuite le chasser. Parce que selon les populations de chimpanzés, vous allez avoir une consommation en protéines qui est plus ou moins importante et qui est souvent saisonnière. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont besoin de plus de protéines que d'autres et donc ils vont aller manger des termites, des fourmis et parfois d'autres petits mammifères, y compris d'autres primates. Donc voilà, l'utilisation de harpons pour chasser, c'est pas le propre des humains, ça existe dans le monde animal. Toujours pour se nourrir, là, ça c'est sûr que se nourrir, ça fait partie des comportements qui sont tellement vitaux qu'il y a énormément d'exemples. Il faut faire aussi attention, moi la première, à cette histoire d'utilisation d'outils, puisque là on a vu beaucoup d'utilisation d'outils, mais parfois vous avez des manipulations d'objets qui sont plus complexes que certaines utilisations d'outils. Et je vais vous montrer deux exemples. Le premier qui est chez les poissons. Donc, vous voyez, on va aller un petit peu dans l'eau. Alors, vous verrez, on ne va pas aller très souvent dans l'eau, un petit peu quand même, mais on ne va pas aller très souvent dans l'eau parce que le monde aquatique est relativement peu connu. J'ai envie de dire, il est quasiment pas connu d'ailleurs par rapport au monde terrestre. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais de ce qu'on en connaît, ça laisse présager de magnifiques découvertes pour les années futures. Et là, je vous présente donc un poisson. On est chez les labridés. Là, c'est un Napoléon. C'est un poisson qui est absolument magnifique et qui adore les coquillages. Et c'est comme les oiseaux, lui, il n'a pas de main, donc il faut qu'il trouve d'autres solutions. Et pour casser ces coquillages, en fait, il les coince dans sa bouche et il va aller chercher des rochers durs pour pouvoir frapper son coquillage contre les rochers et l'ouvrir. Et il y a un choix, si vous voulez, des rochers les plus durs pour pouvoir ouvrir les coquillages.
comme d'ailleurs les petits capucins que j'avais étudiés en captivité, qui apprennent en grandissant à choisir les substrats les plus durs, comme des pierres ou des zones où il y a un petit peu de béton, ou les clous quand c'est sur des infrastructures en bois, pour casser leurs noix. Donc là aussi, il y a probablement un apprentissage. Alors, c'est pas encore, on ne sait encore pas tout, hein. Le monde aquatique n'est pas forcément facile à étudier. Mais là, il y a des choses qui se passent qui sont absolument fascinantes. Et on est chez les poissons qui passent aussi souvent pour des abrutis. Il faut quand même leur connaître, alors que c'est tout sauf des andouilles. Et d'ailleurs, certains ont une très bonne mémoire, contrairement à ce qu'on dit parfois. Donc voilà, là aussi, il y a encore tout à découvrir. Et puis, une autre expérience que je connais bien, puisque ce sont des expériences d'ouverture de boîtes que j'ai menées dans des parcs zoologiques chez plein d'espèces animales, carnivores, oiseaux, primates, rongeurs, etc. Donc là où, en fait, l'idée, c'était de fabriquer des petites boîtes en plexi, de mettre une nourriture attrayante pour l'animal à l'intérieur. Là, en l'occurrence, c'est une noix pour les perroquets, les haras. Et on mettait des petites serrures, alors qui pouvaient varier en complexité selon l'espèce ou selon ce qu'on voulait observer. Et l'idée, c'était de leur proposer ces boîtes et de voir comment ils se débrouillaient pour les ouvrir. Et là, ce n'est pas une utilisation d'outils, c'est entre guillemets juste une manipulation. Ah bah là, le écran, il marche, bah, tant mieux. Où là, vous voyez, donc là, là ce qu'essaye de faire le perroquet, c'est de bien tenir sa boîte déjà. Donc, il la stabilise et ça, il le fait avec sa patte. Et d'ailleurs, il a repositionné la boîte dans sa patte, comme quoi il n'y a pas besoin de main, hein. Et puis là, avec son bec et sa langue, si vous regardez bien, la langue, elle est très impliquée. Il y a énormément de cellules sensorielles dans la langue chez les perroquets et il s'en sert en fait pour ouvrir le loquet. Donc là, en termes de manipulation, c'est super intéressant parce que vous avez des repositionnements dans la patte et vous avez une coordination entre la patte, le bec et la langue qui est extrêmement complexe à faire pour récupérer la noix. Voilà, hop, et après, il a pu se régaler. Après, l'ouvrir, c'est plus un problème pour lui parce que la puissance, moi qui travaille sur les performances, la puissance du bec chez les haras, elle est vraiment extrêmement importante et impressionnante. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de main pour accomplir des manipulations relativement fines et on peut être très intelligent sans même utiliser des outils. Hop. Donc là, on a pas mal parlé de comportements intelligents qui étaient impliqués dans un comportement indispensable à la survie, à savoir se nourrir. Et puis, il y a d'autres comportements qui sont indispensables à la survie et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de l'hygiène dans le monde animal qui va être directement liée, bien sûr, à leur santé. Alors, ça peut être des choses, des comportements entre guillemets, hein, relativement simples. Il y a beaucoup d'hygiène chez les primates en général, qui peuvent utiliser des petites branches ou des longs poils, voire des cheveux quand ils sont en Inde, par exemple, en guise de fil dentaire. Ils peuvent utiliser pas mal de tout petits branchages pour se nettoyer les ongles, les oreilles, etc. Donc, il y a pas mal, et pas d'ailleurs pas que chez les primates, mais il y en a quand même beaucoup chez les primates. Ça existe aussi chez les ours qui peuvent tout à fait prendre des pierres pour s'enlever des parasites ou des échardes. Il y a ça aussi chez les lionnes qui peuvent avoir des échardes qui se sont incrustées dans leur peau. Et puis, vous avez aussi ce type de comportement. J'espère que ça va basculer en grand écran. Ouf. Donc là, on est chez les éléphants d'Asie, mais les éléphants de savane d'Afrique utilisent aussi des branchages comme outil. Mais là, c'est un cas assez particulier. Vous avez un éléphant qui a pris une petite branche dans la trompe et il est en train de se nettoyer les orteils. Donc voilà, je ne sais plus si j'en parle après, mais c'est entre autres pour cette raison-là que j'étudie les éléphants, c'est-à-dire que vous avez un organe qui est la trompe, qui n'a pas d'os à l'intérieur. On appelle ça un hydrostat musculaire, hein. C'est 150 000 faisceaux musculaires à une trompe d'éléphant. Au niveau anatomique, c'est extrêmement complexe à étudier. Et ils sont précis et puissants à la fois. Donc, c'est un organe qui est vraiment fascinant. Et en plus, les premiers éléphants, a priori, n'avaient pas de trompe, hein. Il y a 55 millions d'années à peu près, n'avaient pas de trompe. Et cet organe s'est diversifié en termes de longueur, de morphologie, en lien d'ailleurs avec une diversification des défenses. C'est ce qu'on essaie de comprendre en ce moment. Mais je fais vite parce que sinon, je vais rester 3 semaines. Et puis, un éléphant, ça se gratte. Alors, vous avez des cas d'utilisation d'outils chez les éléphants de savane d'Afrique qui vont prendre des branches. D'ailleurs, les petits apprennent de leur maman pour utiliser des branches, pour se frotter le dos, pour se gratter. Mais cette utilisation d'outils peut être tout à fait opportuniste.
Là, on est à Kruger, où d'ailleurs on les étudie, entre autres à Kruger, nos éléphants d'Afrique, en Namibie aussi. Mais là, on est à Kruger, où malheureusement, il y a des gens qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ça s'est bien terminé, hein, sinon je ne vous montrerai pas ça. Mais en gros, j'aime beaucoup cet exemple-là. Ça a dû être un grand moment de solitude quand même, parce que pour travailler avec les éléphants de savane d'Afrique, je peux vous dire qu'on n'emmène pas large, et en plus, ils sont extrêmement dangereux. Mais vraiment, bon, je vous la fais courte, mais ils sont mortels, quoi, hein, il y a pas d'autre mot. Donc, il faut vraiment faire très attention, mais encore une fois, là, ça s'est bien terminé. Ce qui m'intéresse aussi dans cet exemple-là, c'est la notion d'opportunisme. On oppose souvent, ça aussi, c'est une idée reçue que je combats, y compris avec mes collègues, on oppose souvent l'opportunisme à l'intelligence, parce qu'on se dit tout le temps que pour que ce soit intelligent, il faut que ce soit planifié, organisé, etc. Mais pas forcément. Un comportement intelligent, pour moi, c'est celui qui vous permet de trouver la solution à l'instant T. Là, en l'occurrence, ça le gratte, il a trouvé une voiture, il se gratte. Bah voilà. En l'occurrence, c'est une intelligence opportuniste, mais c'est une intelligence quand même. Et puis, en termes d'hygiène et santé, il y a des comportements qui peuvent être beaucoup plus complexes, notamment dans les cas d'automédication ou de prophylaxie, c'est-à-dire de prévention. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler des chimpanzés, puisque c'est un sujet que je connais bien. Déjà, avant de vous expliquer, il faut savoir que les chimpanzés, comme tous les grands singes d'ailleurs, se fabriquent un nid tous les soirs. Alors, c'est ce que vous avez sur l'image à gauche de l'écran. Donc les petites étoiles rouges, vous avez des nids de chimpanzés, vous voyez, il peut y en avoir en bas et puis beaucoup plus haut. Alors ça peut aller de 4 mètres à 35-40 mètres de haut, hein, un nid de chimpanzé. Donc il faut que ce soit confortable, parce que ça reste un nid quand même, hein, donc il faut que ce soit confortable pour dormir. Vous voyez, là, il y a beaucoup de feuilles, hein, dans le nid dans lequel est ce chimpanzé. Donc il faut que ce soit confortable, mais il faut que ce soit solide à la fois. Et quand j'en avais discuté, il y a bien 5 ans maintenant, hein, quand j'en avais discuté avec Sabrina Krief, qui est une grande primatologue, une des plus grandes primatologues au monde, et on a la chance de la voir à Paris, donc c'était sûr qu'on allait finir par collaborer. Donc ça fait déjà un moment, hein, qu'on collabore. Mais il y a à peu près 5 ans, on discutait de ça justement, et je lui dis, mais ce serait super rigolo d'étudier les végétaux qu'ils utilisent, les arbres qu'ils utilisent pour fabriquer leur nid, et les arbres dans lesquels ils vont dormir, parce qu'ils doivent faire un choix probablement, un choix d'arbres pour pour les branches de ces arbres, qui sont probablement à la fois élastiques et solides. Je m'étais dit, ce serait rigolo de vérifier si les branches qu'ils choisissent pour dormir ne sont pas des compromis entre souplesse et rigidité, pour qu'ils aient à la fois le confort et la sécurité quand ils dorment. Et là, Sabrina m'a répondu, mais ça va même plus loin que ça, parce qu'elle me dit, figure-toi qu'on récolte beaucoup moins de moustiques là où ils dorment, par rapport aux autres endroits de leur territoire. Et donc le projet a démarré, donc il y a maintenant 4-5 ans, où on avait comme hypothèse que les chimpanzés faisaient des choix d'arbres pour dormir, pour des essences végétales finalement qui étaient souples, solides et répulsives à la fois contre les moustiques. Et je peux vous dire la réponse aujourd'hui, puisqu'on avait financé avec une entreprise, d'ailleurs le PDG de l'OVA, je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise l'OVA, le petit Olivier, c'est une entreprise qui produit des produits, notamment de l'huile d'olive, mais aussi des cosmétiques, gel douche, crème solaire, etc. Et ils essayent d'avoir une éthique éco-responsable. Et en l'occurrence, j'avais rencontré le PDG suite à une conférence comme ça, c'était à Thoiry à l'époque, mais peu importe. Et il m'avait demandé si ce projet-là, il allait aller au bout ou pas. Et à l'époque, c'était il y a 4 ans, je lui avais dit, je ne sais pas, ça va dépendre des financements qu'on obtient. Et il m'a dit, moi, je vous le finance. Enfin, c'est parti comme ça. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui aide aussi Sabrina à protéger les chimpanzés et les populations locales. Donc ça, c'est vraiment un projet public-privé où il y a du gagnant-gagnant. J'aime beaucoup ces projets-là. Et la réponse scientifique aujourd'hui, puisqu'on a eu une étudiante, Camille Lacroux, qui a fait sa thèse sur ce projet-là, donc pendant plus de 3 ans, enfin presque 4, si on compte son master.
En fait, on a la réponse. Effectivement, ils font des choix absolument pas aléatoires, hein. Vous avez des centaines d'espèces végétales différentes dans ces forêts-là, et ils choisissent des arbres qui sont effectivement souples, qui sont des compromis de souplesse et de rigidité, mais aussi dont les feuilles ont des propriétés répulsives contre les moustiques. On a démontré ça avec de l'extraction d'huile essentielle de ces feuilles, et on les a testées face aux moustiques. Donc ça, c'est vraiment une jolie découverte. D'abord parce que ça montre une nouvelle fois que les chimpanzés sont les rois de la prophylaxie et de l'automédication. Donc ça, c'est chouette. Et en plus de ça, on espère pour l'OVA qu'ils pourront créer un répulsif naturel avec toutes les vertus aussi qu'il y aura pour les retombées financières pour les chimpanzés et les populations humaines locales qui ont beaucoup besoin d'aide en Ouganda. Parce que j'ai juste oublié de vous dire que c'était en Ouganda, à Sebitoli. Donc, il y a des comportements intelligents pour survivre, c'est-à-dire pour se nourrir, mais aussi dans tout ce qui est lié à la prophylaxie, à l'hygiène. Et puis, il y en a aussi pour se protéger. Parce qu'effectivement, se protéger pour ne pas se blesser, mais aussi se protéger pour ne pas se faire manger. Et là, il y a plusieurs cas. Alors, ça va des plus, j'ai envie de dire, anodins, mais pas anodins pour nous, mais pas pour les orang-outans qui n'aiment pas trop la pluie. Alors là, on a des cas de protection en milieu naturel, mais moi, j'aurais pu vous montrer aussi des images, des photos d'orang-outans en parc zoologique qui se mettent des salades, des laitues sur la tête quand il pleut. Donc, c'est relativement anodin, c'est plus une protection de confort. Mais vous avez petit à petit d'autres cas de protection qui peuvent être plus complexes. Là, en l'occurrence, on est dans l'eau, donc on est chez le grand dauphin. Et ce que vous avez là, c'est une utilisation d'une éponge. Alors, une éponge, c'est un animal qui vit fixé sur un rocher. Et en fait, ce que font les femelles, elles vont décrocher ces éponges, se les mettre autour du bec, là, autour de leur nez, si vous voulez. Et quand elles vont fourrager, c'est-à-dire quand elles vont chercher la nourriture au fond de l'eau, notamment dans le sable, pour déterrer des poissons type sole qui se confondent sur le sable, eh ben, ça leur permet de se protéger le nez et de ne pas se blesser. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce comportement, parce que figurez-vous que c'est un comportement qui a été transmis à d'autres individus, donc qui s'est répandu au travers plusieurs individus. Donc, on pense que c'est une vraie innovation, c'est-à-dire que c'est probablement un individu, une fois, qui a essayé ça a marché, super, c'est efficace, le comportement se propage, et ensuite, il devient même quelque chose qui est transposé à un autre comportement. Et là, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que les mâles se sont rendus compte que les éponges étaient importantes pour les femelles. Et ce que font parfois les mâles, c'est qu'ils vont offrir des éponges aux femelles, probablement en guise de séduction, c'est probablement pas altruiste, mais ils font des cadeaux d'éponges aux femelles pour qu'elles puissent se protéger le nez pendant qu'elles vont fourrager. Donc, ce sont des comportements extrêmement intéressants parce que ce sont des innovations qui vont être transmises et qui ensuite vont être détournées de leur fonction première. Donc, comme quoi, il y a une vraie compréhension de ce qui se passe dans ces comportements-là, en tout cas. Et là, je vais vous montrer un autre cas de protection, toujours dans l'eau. Et là, on va basculer chez un invertébré qui est absolument fascinant à étudier. On va aller chez les céphalopodes, donc chez les pieuvres et chez les poulpes. Et là, l'image que vous avez, je vais vous montrer. Donc là, vous avez un petit requin qui arrive, c'est un requin pyjama. Et hop, je vais vous remontrer après la vidéo. En fait, ce que beaucoup de poulpes font, c'est ils utilisent des coquillages pour se protéger. Alors, il y en a qui peuvent se mettre juste dans des petits coquillages, ils s'enferment dedans. Et là, en l'occurrence, il s'est emmitouflé de plein de coquillages. Ça fait une espèce de boule de coquillage, ce qui fait que le temps que le requin comprenne qu'il y avait un poulpe dedans, ça lui laisse le temps de s'évader. Ça ne marche pas tout le temps. Et puis, évidemment, les requins ont aussi des organes de détection de proie qui sont parfois extrêmement sophistiqués. Donc, des fois, ça ne suffit pas, mais ça peut souvent leur sauver la vie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le poulpe noix de coco. Alors là, c'est vraiment génial parce que là aussi, c'est un comportement qui s'est diffusé à d'autres individus. Donc, le poulpe noix de coco, lui, il est connu pour utiliser des demi-noix de coco qu'il emboîte quand il les transporte, et quand il s'arrête, il s'enferme dedans. Donc ça, c'est vraiment une protection, c'est un bunker, quoi. C'est vraiment une protection anti-prédateur, donc il va s'enfermer à l'intérieur.
Ce comportement, il a été transmis à d'autres individus. D'ailleurs, pendant longtemps, on a pensé que les poulpes étaient solitaires. En fait, c'est faux. Il y a des espèces de poulpes et des populations de poulpes qui savent se réunir. D'ailleurs, c'est très compartimenté quand ils se réunissent. Il y a un coin pour la nourriture, etc. Enfin, c'est très rigolo. Et là, moi qui m'intéresse aussi beaucoup aux performances, je vais juste vous remontrer. Là, ce qui est super intéressant aussi d'un point de vue purement performance, c'est que à la base des tentacules ici, ils stabilisent la noix de coco, donc pour qu'ils puissent la transporter sans qu'elle bouge. Et avec l'extrémité de ces tentacules, ils se déplacent. Donc la base des tentacules, ce qu'on appelle la partie proximale, la base des tentacules est fixe et l'extrémité des tentacules est mobile. D'un point de vue biomécanique, c'est super compliqué à étudier, et d'un point de vue musculaire, c'est comme la trompe, c'est un hydrostat. Il n'y a pas de squelette à l'intérieur des tentacules, donc c'est extrêmement compliqué à étudier aussi au niveau musculaire, mais c'est absolument fascinant. Ce sont des comportements qui sont hyper complexes, à la fois en termes d'intelligence, puisqu'il fallait avoir l'idée, en plus elle se propage et on a l'impression qu'elle s'améliore, mais les études sont en cours. Mais c'est aussi fascinant d'un point de vue de la performance, puisque d'un point de vue du mouvement et du déplacement, c'est absolument génial. Voilà. Alors là, en termes de dextérité, de coordination et de dextérité, on est très, 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 très loin de l'espèce humaine, hein, puisque les ancêtres des céphalopodes, on est à, je crois, les dernières découvertes, on est à 500-550 millions d'années. 500-550 millions d'années. Les humains, c'est, bon, ils ne sont pas tous d'accord, mais en moyenne, 6 millions d'années. Donc là, on est très, très, très loin de l'espèce humaine, hein. Donc ça fait un petit peu d'humilité, c'est très bien. Après, je vous montre un exemple que j'aime beaucoup dans la protection, qui est relativement méconnu et que je montrerai rarement. On est toujours dans l'eau, on est chez les arthropodes. Voici un petit crabe qui s'appelle le pom-pom crabe. Et je vais vous montrer ce qu'il fait, le pom-pom crabe. Il danse. Voilà pourquoi il s'appelle le pom-pom crabe, hein. Je crois que c'est assez évident. En fait, ce qu'il a dans les deux pinces de devant, ce sont des anémones. Et ces petites anémones, c'est pas n'importe lesquelles. J'ai oublié leur nom, hein, j'oublie tout le temps, hein. Mais c'est pas grave, ce sont des anémones qui sont urticantes. Et en fait, il s'en sert parce que en dansant comme ça, en faisant cette danse, il y a les petites particules urticantes qui vont dans l'eau, ce qui fait que quand un petit prédateur, on est d'accord que si c'est un gros prédateur, il n'a aucune chance, ça change rien, hein. Mais par rapport à des petits prédateurs, ça peut tout à fait marcher puisque les molécules urticantes vont aller dans l'eau et ça fait fuir les poissons. Et ce qui est d'ailleurs génial dans cette utilisation des anémones, c'est que s'il a une des deux anémones, alors déjà les mâles, pas que les mâles, les crabes entre eux se piquent leurs anémones. Déjà, première chose. Et deuxième chose, c'est que quand il y a une des deux anémones qui est soit a été volée, soit qui est morte, hein, parce qu'elle s'est fait manger par un poisson, etc., eh bien, il peut soit aller piquer une anémone à un copain, soit couper en deux l'anémone qu'il a déjà, parce que ces anémones font ce qu'on appelle de la reproduction asexuée, c'est-à-dire que même si vous la coupez en deux, il se la remet il s'en met chacune, il se met une moitié dans une pince et l'autre moitié dans l'autre pince, et elle va survivre en fait, elle va continuer à grandir. Donc ça, ce sont des comportements qui sont assez fascinants, parce qu'ils montrent aussi, si vous voulez, ils mettent aussi en avant des capacités physiologiques, en l'occurrence ici des anémones, qui sont assez géniales, quoi. Et pendant ce temps-là, l'anémone, elle est aussi gagnante, hein, parce que quelque part, elle est un peu protégée par le crabe. Donc ça, tout le monde est gagnant dans cette histoire, à part les crabes qui des fois se chamaillent pour se piquer leurs anémones. Toujours pour se protéger, il y a des comportements que moi je connais bien pour travailler beaucoup dans les parcs zoologiques, c'est tous les comportements d'intimidation, où vous allez avoir des animaux qui vont jeter des projectiles pour vous faire fuir. Ça, c'est un panneau qui est à la vallée des singes. Il pourrait y en avoir dans tous les parcs zoologiques où il n'y a pas de vitres ou de grillage. Les chimpanzés peuvent jeter des pierres. Moi, je ne compte plus les pierres, les bâtons, les crottes, voilà, les cailloux que je me suis pris. Mais en Suède, il y a un chimpanzé qui était extrêmement célèbre, qui s'appelle Santiano, qui faisait en fait, attendez, je vais vous montrer, voilà, ces petits tas de pierres là en bas, il se faisait des petits tas de pierres pour l'arrivée des visiteurs le matin. Et donc, il balançait ces pierres. Alors, la puissance d'un chimpanzé, un chimpanzé peut vous tuer avec une seule baffe. Ça résumera toutes les études de quantification de force qu'on a pu faire. Ils sont extrêmement puissants. C'est d'ailleurs les grands singes les plus dangereux. Et donc, quand ils vous balancent une pierre, il vaut mieux pas la prendre parce qu'elle arrive très, 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 très vite. Donc, les soigneurs de ce zoo en Suède passaient leur temps
à essayer de trouver les projectiles potentiels qu'il y avait sur l'enclos de Santiano. Et ce que Santiano a fait, voyant que les soigneurs lui enlevaient ses joujoux, il a commencé à les cacher. Et ce que vous voyez ici, c'est de la paille qui était ici à ce niveau-là de l'enclos, où il avait caché ses projectiles dessous. C'est-à-dire que là, voilà, il les planquait dans des petits trous, c'est les flèches que vous voyez là, il les planquait quoi, quand il a vu que les soigneurs venaient les chercher. Donc bon, ils ont un petit peu galéré pendant quelques temps parce que Santiano, voyant qu'on lui empêchait de lancer ses pierres, s'est rebellé et cachait ses projectiles, quoi. Il a su très très bien s'adapter aux contraintes des soigneurs. Bon, fort heureusement, il n'y a jamais eu de blessés graves. Toujours dans toujours dans la protection. Donc là, on a parlé de grosses bêtes, j'allais dire oui, mais d'invertébrés aussi avec les poulpes. Mais si on va dans le monde des insectes, il y a aussi des comportements de protection, notamment liés aux larves, donc aux petits, qui sont absolument fascinants. Là, en l'occurrence, ce sont les fourmis tisserandes, donc on est en Asie. Chez les fourmis tisserandes, vous avez, là aussi, ça ne devait pas apparaître en même temps, c'est comme ça. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle les tractrices, c'est ce que vous avez à gauche, qui vont avoir pour rôle de rapprocher les bords de la feuille. Donc, en gros, ils plient la feuille et ils rapprochent les bords. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les fileuses, qui vont tenir dans leur mandibule ici leur propre larve. Elles leur font pas mal, hein. Elles tiennent la larve dans les mandibules et la larve produit une soie en fait qui est très collante. Donc ils vont faire des allers-retours comme ça, les fileuses vont faire des allers-retours comme ça entre les bords de la feuille pour tisser finalement la feuille et la coller. Et à la fin, ça donne un nid, vous voyez, un nid qui est extrêmement solide. D'abord, c'est magnifique, mais enfin, ça aide pas forcément à survivre, quoique, on va en parler après. Mais solide pour protéger les larves qui vont pouvoir grandir en toute sécurité. Donc là, c'est de la protection de larves qui est liée aussi à une coopération entre des individus qui ont des tâches complémentaires. Et bien, voilà. Et puis, il y a dans les comportements de protection et d'évasion d'ailleurs, il y a parfois comment dire, des anecdotes qui sont extrêmement intéressantes à discuter parce qu'elles permettent de comprendre des mécanismes qui sont fondamentaux dans l'évolution. Et d'ailleurs, je trouve dommage qu'on ne puisse pas davantage les mettre en valeur scientifiquement avec nos histoires de statistiques parce que je trouve que ce sont des comportements qui sont au moins aussi importants que ceux qu'on peut quantifier une fois, 10 fois, 1000 fois. Alors, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer en quoi pour moi c'est important. Le contexte de cette anecdote est le suivant. Vous avez une femelle babouin qui est poursuivie par une lionne. Et le premier comportement de défense pour se protéger que va adopter la femelle babouin, c'est de grimper sur un arbre. Bon, tous les primates sont arboricoles, plus ou moins, mais en l'occurrence, jusque-là, c'est assez classique. La lionne grimpe un peu, mine de rien, mais elle ne va pas aller jusqu'en haut. C'est pas une panthère, ça grimpe pas aussi bien que d'autres carnivores, donc elle grimpe un peu. Mais pour l'instant, ça marche. Il est protégé. Mais la lionne ne s'en va pas. Donc, deuxième comportement adopté par la femelle babouin, qui commence à être un petit peu plus, comment dire, réfléchi, j'ai envie de dire, c'est voilà, vous avez vu, je vais vous le remontrer, elle lui lance des projectiles. Quand on travaille sur les singes, on est habitué à s'en prendre sur la tête, comme ça, c'est voilà, si on est là alors qu'ils n'ont pas envie qu'on soit là, ils vous le font comprendre. Là, boum, vous voyez, elle commence à lui lancer des projectiles. Voilà. Alors là, on se dit, dans notre tête d'humain, la réaction, ce serait de se dire, c'est hyper intelligent, elle prend des branches comme une arme pour faire fuir la lionne. Sauf que la lionne, elle s'en va pas. Donc, il faut trouver une autre solution parce qu'elle l'attend encore au pied de l'arbre. Ça me fait toujours marrer. Et donc, la solution, vous la voyez, je vais vous la remontrer. Le babouin fait pipi sur la lionne et ça marche. J'ai coupé le film, mais la lionne s'en va après. Et j'aime beaucoup cet exemple-là, c'est extrêmement anecdotique, hein. On n'a pas le prix Nobel avec ça, hein. Surtout, ce n'est pas mes images, hein. C'est une anecdote que j'ai trouvée sur Internet, mais que je trouve géniale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a toujours dans notre tête d'humain, on a toujours cet a priori, cette idée reçue que ce qui est le plus intelligent, c'est le plus complexe. Voilà. Plus c'est complexe, plus on fait des choses complexes, plus on est intelligent. Sauf que non.
Si on se place à l'échelle de l'évolution et de la survie, donc, puisque l'enjeu, il est là, ce qui est le plus intelligent, ce n'est pas ce qui est le plus complexe. Ce qui est le plus intelligent, c'est ce qui fonctionne. Or là, en l'occurrence, détacher des branches et les lancer comme un projectile, comme une arme, c'est d'un point de vue cognitif, c'est plus complexe que de faire pipi. Faire pipi, on le fait X fois par jour. Il n'y a rien de compliqué au niveau cognitif dans l'action de faire pipi. Sauf que là, ce qui fonctionne, c'est de faire pipi. C'est finalement une solution qui était simple qui a fonctionné. Et ça, je trouve, c'est extrêmement important. Et c'est à inculquer dans les études très tôt de nos étudiants. Parce qu'on a toujours envie de démontrer que, moi la première, ça m'est arrivé plein de fois, de démontrer que finalement, tel individu va être plus intelligent qu'un autre parce qu'il fait des choses plus complexes. Non, non, non. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il fait les choses les plus appropriées et les plus adaptées pour survivre. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, cette vision de la complexité, elle est liée à notre envie toujours de montrer que les humains sont les plus intelligents. Le biais, il est souvent là. Et puis un autre exemple, je vais vous montrer un un animal qui est célèbre en Australie, il s'appelle Stoffel. Alors là, on va partir chez des carnivores. On est dans un zoo australien. Et je vous présente. Bon, bref, il y a même une nuit, là, on voit à un moment donné un monsieur parler, c'est le directeur du parc. Qui dort sur place. Il a sa maison dans cet immense zoo. Et une nuit, il s'appelle Stoffel, le ratel. Une nuit, Stoffel est allé, il s'est évadé et il est allé frapper, il est rentré dans sa maison en pleine nuit, quoi. Il a réussi à ouvrir la porte, il est rentré en pleine nuit. Il a attendu que le directeur du zoo se réveille pour bien voir qu'il s'était encore évadé. Et après, il est parti en courant. Donc Stoffel, c'est une histoire que je trouve très intéressante parce que c'est vraiment un individu qui passait son temps à trouver des solutions à des problèmes nouveaux, mais c'est aussi très intéressant au sens, c'est un individu qui réussissait à faire ça. C'est-à-dire que dans ce parc, il y avait je ne sais plus combien de ratels, ils étaient plusieurs, il n'y en a qu'un seul qui faisait ça. Et ça m'amène à vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. Et quand j'entends à la télé parler de l'intelligence du singe ou l'intelligence du lion ou quoi, c'est assez insupportable. C'est-à-dire qu'en gros, les comportements ne peuvent s'étudier qu'à l'échelle de l'individu. Stoffel, c'est un individu à part entière, comme chez n'importe quelle espèce finalement. Et quand on étudie les comportements, d'ailleurs comme quand on étudie les performances, c'est extrêmement important de se situer à l'échelle de l'individu. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'intelligences différentes, puisqu'on peut rencontrer des intelligences, vous le voyez déjà, dans plein de contextes différents, se nourrir, se protéger, se nettoyer, etc. Mais chaque individu va avoir des comportements différents. C'est extrêmement. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des comportements identiques, mais ce qui est justement intéressant, c'est de comprendre les différences entre les individus. Et c'est ce qui fait aussi la diversité des intelligences. Et ça vaut pour l'espèce humaine, comme ça vaut chez les ratels, comme ça vaut chez les lions, etc. etc. Et c'est cette diversité qui est extrêmement intéressante et qui montre qu'un individu peut être extrêmement bon dans un domaine et extrêmement mauvais dans un autre. Et ça vaut pour toutes les espèces et pour tous les individus. Et puis, il y a un domaine pour survivre qui est extrêmement important, c'est séduire. Et oui, parce que si on ne séduit pas, on ne s'accouple pas, on ne fait pas de bébé, etc. Et chez les oiseaux, j'aime beaucoup prendre ces exemples-là, puisque vous avez plein d'espèces chez les oiseaux, qui ont des couleurs absolument magnifiques. Et l'enjeu pour les mâles, ça va être de montrer leurs couleurs sous l'angle d'ailleurs des rayons du soleil. C'est ce qu'on appelle l'iridescence. Ils utilisent l'orientation des rayons du soleil, pas tous, mais certains, les araignées aussi d'ailleurs font ça. Certaines araignées font ça aussi pour montrer leurs couleurs sous le plus bel angle pour séduire les femelles. Mais vous avez des oiseaux qui n'ont pas les mêmes stratégies, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Et dans ce cas-là, vous avez par exemple le cacatoès noir. Je vous laisse regarder. C'est un mâle. Voilà, petit père, il est mignon. Oh, je ne sais pas ce que c'est que cette... c'est pas grave. Oups là, pardon. Voilà. Le cacatoès noir, en fait, c'est un exemple de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va prendre soit des petites noix sèches, soit des petites branches comme ça, qu'il va frapper sur des branches plus grosses pour produire des rythmes, en fait. Et ça, en tapant avec des rythmes différents, ça produit un son qui est rythmé, c'est-à-dire que ça produit un tempo qui n'est absolument pas aléatoire. Chaque mâle produit un tempo qui est propre à l'individu. Et les femelles, en fait, vont sélectionner les mâles en fonction du tempo qu'ils proposent. Donc, on suppose que le tempo qui est proposé par le mâle
donne un indice à la femelle sur son potentiel succès reproducteur. C'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, pour avoir montré ça une fois à la télé, André Manoukian était là, et il m'a dit: «Tiens, c'est rigolo, c'est tel», alors je suis pas douée en musique, du coup je me souviens plus, mais mais je dois le recontacter pour autre chose, j'ai essayé de l'apprendre par cœur, voilà, et de le comprendre aussi, ce sera pas mal. Mais c'est vraiment il m'a dit: «Oui, ça je reconnais bien, en jazz ça s'appelle, tel truc», enfin j'ai trouvé ça assez génial. Donc déjà les prémices de la musique sont dans le monde animal, enfin ça je pense que c'est pas, nouveau, encore faut-il, le publier. Mais ce qui est sûr, c'est que le rythme a un lien, le rythme proposé a un lien avec le succès reproducteur de l'individu. C'est une utilisation d'outils d'ailleurs au passage, donc c'est extrêmement rigolo. Et puis quand on n'a pas la couleur, il y a aussi tout le cas des oiseaux jardiniers. Alors il y a plusieurs espèces d'oiseaux jardiniers, mais qui vont, faire des constructions absolument sublimes pour séduire les femelles. Là, par exemple, c'est une tonnelle qu'il a construite, et qu'il agrémente de différents fruits, ou de différentes fleurs avec des thèmes de textures différentes, de couleurs différentes pour attirer les femelles. Donc c'est absolument magnifique. Et vous avez aussi, toujours chez les jardiniers, une espèce qui, elle, fait beaucoup plus de, non, c'est pas une tonnelle, pardon, c'est une hutte, excusez-moi. La tonnelle, la voilà. Donc là, on est beaucoup plus sur une construction qui est en longueur, avec, de part et d'autre de la tonnelle, des objets qui ont des tailles différentes. Ça a été étudié par des chercheurs, ça, qui ont très bien montré qu'il ne met pas des objets de taille, identique de part et d'autre de la tonnelle, pardon, et il s'arrange pour faire arriver la femelle, d'un des deux côtés, et une fois que la femelle est arrivée, dans l'axe, de la tonnelle, ça va lui donner une impression, d'ouverture à l'autre bout de la tonnelle. C'est une illusion d'optique qui fait qu'elle a l'impression que de l'autre côté de la tonnelle, c'est hyper grand, et ça l'incite à rentrer dans la tonnelle. Et une fois qu'elle est rentrée dans la tonnelle, j'ai envie de dire, bah, voilà, il fait sa il fait sa petite affaire, c'était l'objectif. Et c'est vraiment, ça a été démontré, c'est vraiment extraordinaire, hein. Les choix d'objets ne sont pas les mêmes à l'entrée et à l'extérieur de la tonnelle. La photo que je vous ai mis en haut, c'est pour vous montrer. Là, on est en Australie. Ce que quand les oiseaux jardiniers sont dans la nature, bah, ils utilisent des objets qu'ils trouvent dans les forêts. Donc ça peut être des petits ossements, des escargots, des cailloux, et cetera. Et puis quand ils sont beaucoup plus près des villes, ils vont utiliser les objets qu'ils trouvent. En l'occurrence, là, voilà, là, c'était visiblement la thématique du bleu, avec des bouchons et des pailles. Alors là, il n'y a pas d'illusion d'optique. Là, c'était relativement aléatoire, mais en revanche, il y a un choix pour la couleur bleue qui était probablement pas, aléatoire non plus. Donc voilà, quand on n'a pas la couleur, on fait d'autres choix pour attirer les femelles. Et puis, en termes de séduction, là, je vais vous présenter mon chouchou. Je suis très, très amoureuse du poisson globe. Petit poisson avec sa bouche, avec ses petites, nageoires, et on continue. De temps en temps, il enlève des petits cailloux, des petits grains de sable. D'ailleurs, il va enlever le petit grain de sable du milieu. Voilà, ça lui plaisait pas, il l'enlève. Et là, la caméra va s'éloigner et vous allez voir ce qu'il a fait. Elles sont pas toujours aussi extraordinaires, hein, mais voilà ce qu'il est capable de faire, celui-là. Vous voyez, le petit poisson, il est là. Et voilà ce qu'il a fabriqué. Ce sont des rosaces. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc, ce sont des rosaces qui ont été, alors ça fait pas très longtemps que ça a été découvert. C'est un plongeur qui a découvert ça un jour, puis ça a été étudié ensuite, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre. En fait, les mâles poissons globes font ça pour attirer les femelles. Ça marche pas toujours. C'est vous dire si les femelles poissons globes sont difficiles, parce que franchement, moi, j'aurais craqué 1000 fois. Alors, le truc, c'est que quand ça marche, parce que heureusement, de temps en temps, ça marche, quand ça fonctionne, la femelle pond au milieu, et c'est le papa qui va protéger les œufs. C'est-à-dire qu'elle pond, elle s'en va. Donc le mâle poisson globe, c'est vraiment, c'est le Superman des séducteurs, et en plus un super papa, donc il protège les œufs. Et ce qu'on pense, mais encore une fois, c'est vraiment les débuts des études des poissons globes, en tout cas dans ce contexte-là, parce qu'on connaît les cousins d'iodons là qui ont un venin, mortel. Mais pour eux, ils sont beaucoup moins connus. C'est que on pense que les petits reliefs là sur les côtés sont probablement là pour protéger, les œufs des petits courants marins. Alors évidemment, s'il y a un gros prédateur qui arrive, on dit adieu à la rosace, mais il semblerait que, ces petites dunes soient là pour protéger un petit peu les œufs des courants marins. Mais bon, tant qu'il y aura des poissons globes, je croirai en l'avenir des animaux. Je regarde juste l'heure pour pas vous faire passer, jusqu'à la soirée jusqu'à minuit. Enfin, du coup, en gros, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a commencé, donc ça va. S'il y a un domaine, où on est
très mauvais par rapport aux autres animaux, c'est tout ce qui est lié à la mémoire spatiale et au déplacement et à la navigation. Alors là, il y a énormément d'exemples qui montrent qu'on doit gagner absolument en humilité, si on n'en était pas déjà convaincu avant. Un premier exemple, les éléphants, on en a déjà un petit peu parlé avec leur trompe, leur capacité de préhension et de manipulation. Mais les éléphants ont des capacités de navigation absolument incroyables. En l'occurrence, ils savent où trouver la nourriture et l'eau sur 600 km, c'est même plus, pendant 5 mois de déplacement. Et d'ailleurs, en période de saison sèche, voire enfin, j'ai pas le mot qui vient, enfin, des saisons qui sont de plus en plus sèches, malheureusement, dans certaines zones, notamment en Namibie, où on les étudie un peu, bah, ce sont les matriarches qui vont être obligées de sortir du parc pour aller chercher de l'eau et elles peuvent parcourir 60 km en 4 jours, ce qui est absolument énorme, hein. Ce sont des animaux très gros et très lourds, donc pour les déplacements, c'est pas simple. Et vous voyez en bas à gauche, là, quand ils arrivent à trouver une petite source en eau comme ça, eh ben, on sait que parfois, ils vont recouvrir cette source d'écorce pour limiter l'évaporation et pour pouvoir revenir des semaines, voire des mois après, pour récupérer un petit peu d'eau qu'ils auront un peu protégée par les écorces. Donc les éléphants, en plus, on sait qu'ils ont une mémoire aussi auditive impressionnante. En gros, si ce sont des guerriers Maasai auxquels ils ont déjà eu affaire, qui reviennent sur leur territoire, ils vont reconnaître leur voix directement, alors que si ce sont des touristes, ils vont rester. Si ce sont des guerriers Maasai, ils vont reconnaître leur voix et ils vont partir dardard, quoi. Et puis, vous avez cet exemple que je trouve absolument irrésistible de la fourmi du Sahara. J'aime bien passer d'un extrême à l'autre, hein. Je passe d'un grand mammifère aux capacités cognitives extrêmement développées à un petit insecte, hein, une petite fourmi qui ne paye pas de mine comme ça, mais qu'est-ce que c'est passionnant, les fourmis. Là, en l'occurrence, vous avez une espèce dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Enfin, c'est la fourmi du Sahara, mais j'ai oublié le nom latin, mais peu importe, qui a été étudiée par des chercheurs qui ont eu l'idée de lui mettre des échasses. Alors, ce que vous avez en rouge, ce sont les échasses qui prolongent les pattes. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, la fourmi du Sahara, alors je vois qu'il y a tout qui est apparu d'un coup encore. Bon, c'est pas grave. La fourmi du Sahara, en fait, quand elle part chercher sa nourriture, elle parcourt à peu près 600 mètres. En zigzagant, bien sûr, hein, elle part chercher de la nourriture. 600 mètres, vous voyez, une piste d'athlétisme, un tour de piste d'athlétisme, c'est à peu près 400 mètres. Donc 600 mètres, un tour et demi, c'est quand même une distance assez colossale pour une petite fourmi. Et une fois qu'elle a fini de manger, ou qu'elle veut ramener quelque chose à manger dans la colonie, eh ben, figurez-vous qu'elle prend une ligne droite. Elle prend un raccourci, c'est-à-dire qu'elle ne refait pas le chemin qu'elle a parcouru, elle prend un raccourci. Donc ça, en termes de cognition spatiale, quand un chimpanzé il fait ça, on dit c'est le néocortex, c'est des cartes cognitives, des cartes mentales, enfin hyper sophistiquées. Sauf que là, on est chez une fourmi. Donc en termes de cerveau et de construction du cerveau et de composition du cerveau, c'est absolument pas fichu pareil. Donc comment fait-elle? Et là, c'est là où j'aurais adoré avoir cette idée-là. Franchement, je leur dis bravo. Ils ont eu l'idée, en fait, de mettre des échasses en contexte expérimental, hein, à cette espèce de fourmi. Pourquoi? Parce que si vous mettez des échasses à cette fourmi, au moment où elle part manger avec ses échasses. Une fois qu'elle a mangé, vous lui enlevez ses échasses, et là, elle veut rentrer à la colonie, eh ben, elle ne va pas arriver jusqu'à la colonie, elle va s'arrêter avant. Et inversement, si vous la laissez partir manger sans ses échasses, pas facile à dire. Une fois qu'elle est partie manger sans ses échasses, qu'elle a fini de manger, et au moment où elle veut rentrer à la colonie, vous lui mettez ses échasses, bah là, elle va aller au-delà de la colonie. Pourquoi? Parce qu'elle compte ses pas. Elle a un système qui lui permet de compter ses pas. Et c'est ce qui a fait conclure à ces chercheurs-là qu'elle avait un podomètre intégré, puisque voilà, cette expérience montre clairement qu'il y a un système de comptage de pas chez cette fourmi. Mais ça ne suffit pas en fait. Parce que quand je vous ai expliqué qu'elle allait chercher sa nourriture en zigzagant et qu'après elle prenait une ligne droite, ça veut dire qu'elle prend la bonne direction. Ok, elle compte ses pas, donc en termes de distance, c'est suffisant, mais en termes de direction, encore faut-il savoir vers où je compte mes pas. Est-ce que je compte mes pas en partant à droite, en partant à gauche, en allant tout droit, etc. Et ça, par contre, ils n'ont pas encore la réponse de ce qui lui permet finalement de faire un espèce de calcul vectoriel. Enfin, c'est absolument hallucinant. Alors, parmi les hypothèses,
il y a le fait qu'elle utiliserait l'orientation des rayons du soleil ou le vent ou certains repères topographiques liés au sable, ou etc. En tout cas, le résultat, c'est qu'elle est capable de prendre des raccourcis avec un tout petit cerveau, ce qu'on pensait être avant le propre des gros cerveaux et notamment des gros néocortex, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui est au niveau du front, pour faire simple. Et puis, je résiste pas, hein. Moi, vous avez vu les oiseaux, hein, la cervelle d'oiseau, je pense que là, pour le coup, ça, si c'était pas intégré, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent que les oiseaux sont évidemment intelligents. Mais là, j'adore cet exemple de cet oiseau qu'on appelle le casse-noix de Clark. Il fait partie des oiseaux stockeurs. Et là, on est dans les hautes montagnes américaines, hein, on n'est pas sur des petits territoires, hein, ce sont des immenses territoires. Tout apparaît. Je suis désolée pour que tout apparaisse. Normalement, il y a un jeu d'animation. Je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint, pile aujourd'hui, veut me faire des siennes. Bon, en tout cas, on est dans les hautes montagnes américaines et il faut imaginer en fait que juste avant l'hiver, cet oiseau va stocker à peu près 50 000 graines, allez, 4 à 5 graines, peut-être un peu moins, mais 4 à 5 graines dans à peu près 10 000 cachettes dans ces hautes montagnes. Donc, il cache ces graines et il va mettre souvent des petits repères topographiques, donc des petits cailloux, des petites brindilles pour l'aider, quand il reviendra plus tard, à trouver ces graines. Sauf que il cache donc ces milliers de graines. Et au moment où il commence à faire froid, boum, il descend dans les plaines, là où la température est beaucoup plus agréable. Mais sauf qu'il n'y descend pas 3 jours, il y descend pendant 4 à 6 mois. Et pendant ce temps-là, bien sûr, vous allez avoir des petits rongeurs qui peuvent passer pour déplacer les petits repères topographiques. Vous avez la neige qui peut tomber, etc. etc. hein. Donc, 6 mois après, 4 à 6 mois après, quand la température redevient un petit peu plus clémente dans les hautes montagnes, il remonte et il va essayer de retrouver ses graines. Parce que là, de retrouver les graines, c'est indispensable pour sa survie. Et bien là, figurez-vous qu'il retrouve sur 10 000 cachettes, il en retrouve à peu près 3 000. C'est énorme. C'est énorme. Il va retrouver à peu près 30 000. Il va retrouver à peu près, attendez que je ne vous dise pas, non, c'est 6 000, 6 000 cachettes sur 10 000. Enfin, en tout cas, c'est colossal. C'est colossal. Moi, je cherche mes clés tous les matins. Et lui, dans les hautes montagnes américaines, il se retrouve les 2 tiers presque les 2 tiers de ces cachettes. C'est juste hallucinant, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte que chez ces oiseaux-là, qui sont des oiseaux stockeurs de nourriture, justement, il y avait une capacité à… Ils ne sont pas tous d'accord, mais il y a quand même une histoire de nouveaux réseaux de neurones qui se créent au moment où ils stockent leur nourriture. C'est qu'en gros, quand vous faites une tâche qui sollicite votre hippocampe, c'est cette zone du cerveau qui est impliquée dans la mémorisation, bah, il y a une recrue de neurones qui se fait et des nouveaux réseaux de neurones qui s'accomplissent. D'ailleurs, quel que soit votre âge, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, il y a beaucoup plus de plasticité du cerveau qu'on le pensait, y compris quand on est âgé. Et ça, c'était une très, très belle découverte. Et ils avaient montré d'ailleurs que ces systèmes de recrutement de neurones au moment où vous êtes obligé de mémoriser quelque chose étaient identiques chez les taxis londoniens quand ils doivent réviser leur examen pour passer leur examen de taxi. Donc, quand ils doivent mémoriser les cartes de Londres, il se passe quelque chose au niveau de l'hippocampe et justement des réseaux de neurones qui doivent se créer quand ils mémorisent. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand on travaille sur l'évolution, parce que ça s'appelle une convergence. C'est-à-dire que vous soyez un oiseau ou un humain, finalement, et ça vaut pour toutes les autres espèces, quand vous vivez quand vous devez résoudre des problèmes qui sont relativement proches, eh ben, vous sollicitez des zones ou des organes. Là, en l'occurrence, c'est le cerveau, mais ça peut être les pattes, ça peut être les ailes, ça peut être les mains, ça peut être plein d'organes différents. Vous sollicitez en fait des zones qui sont identiques et donc vous allez avoir des évolutions d'organes qui sont proches alors que vous êtes des espèces très éloignées d'un point de vue évolutif. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est aussi une idée reçue à combattre que de dire c'est pas parce qu'on est très éloigné d'un point de vue évolutif qu'on peut pas comparer ces espèces-là. C'est très intéressant de comparer des capacités de manipulation d'un poulpe avec un éléphant et avec un humain. Même s'ils sont très éloignés d'un point de vue évolutif, c'est hyper intéressant d'essayer de comprendre s'il y a des points communs, donc des convergences entre ces animaux, et si oui, pourquoi? C'est lié à quelle résolution de problème qu'ils auraient dû, quelle résolution de problème auquel ils ont dû faire face à un moment donné dans leur histoire de vie. Et puis, toujours dans la mémorisation, là, je vous montre, là, c'était des exemples issus du milieu naturel.
Je vais vous montrer un exemple qui commence à dater un petit peu, hein, enfin, c'est pas non plus, c'est pas si vieux que ça, mais bon, scientifiquement parlant, ça commence à dater un peu, mais c'est extrêmement parlant. C'est un collègue, primatologue japonais, le professeur Matsuzawa, qui travaillait, au Japon avec, des chimpanzés qui grandissent en captivité, qui sont étudiés justement pour leur capacité cognitive. Et un jour, il s'est amusé à mettre en place une tâche visuelle, heu qui implique de la mémoire du pointage. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir, il va falloir qu'il touche des chiffres dans le bon ordre, donc pointer avec le doigt pour toucher les chiffres dans le bon ordre. Toucher les chiffres dans le bon ordre, ça leur permet de récupérer une récompense. Mais vous allez voir que la tâche va se complexifier drôlement. Et son idée, c'était de comparer des chimpanzés avec des étudiants japonais en sciences de l'ingénieur, enfin des étudiants qui avaient l'habitude de manipuler les chiffres et qui avaient a priori une bonne mémoire. Et vous allez voir ce qui se passe. Je vous laisse regarder une fois. Bon, l'apprentissage pour un chimpanzé de pointer les chiffres dans le bon ordre, elle est assez facile. C'est là où ça se corse beaucoup. Je vous le remontrerai après, hein. Ça calme en général. Là, c'est l'étudiant japonais qui commence avec 5. Je suis vache, hein, c'est un montage, hein, j'ai fait exprès. Mais voilà, hop, perdu. Déjà au 3e, vous avez vu au 3e, perdu. En fait, je vais vous le remontrer et puis après, je vous donnerai les résultats. Donc là, sur la première phase, hop, attendez. Sur la première phase, vous voyez, il n'y a pas de rectangle blanc. Donc, le premier apprentissage à acquérir pour les chimpanzés, c'est d'être capable de compter, en fait, hein, de cliquer sur les chiffres de 1 à 9 sans se tromper. Ça, ils apprennent relativement vite. Et bien sûr, l'objectif, c'était de voir quelle mémoire visuelle ils avaient, à savoir que quand le rectangle blanc les recouvre, eh ben, est-ce qu'ils y arrivent toujours? Et si oui, à quelle vitesse? Hop, c'est hallucinant. Je me remets toujours pas. Et donc, les résultats, c'est quoi? C'est que les chimpanzés font 2 fois moins d'erreurs et ils vont 2 fois plus vite que les humains. Et un bon échantillon d'humains, hein. C'était un échantillon qui était plutôt justement avec de bonnes capacités de mémoire visuelle, etc. Et ça, je trouve que c'est un très très bon exemple pour parler des fois d'une autre idée reçue que j'entends et qui m'énerve, le mot est trop fort, mais que je trouve pas très juste en fait. C'est que on entend souvent que étudier des animaux en laboratoire ou en captivité, c'est pas le reflet de leur vraie capacité et que donc ça peut être un biais pour comprendre vraiment ce dont ils sont capables de faire, ce qu'ils ont connu au cours de leur évolution, etc. Or là, justement, je trouve que ça peut être vu complètement de manière opposée, dans le sens où les chimpanzés qui ont été étudiés ici par le professeur sont des chimpanzés qui sont nés en laboratoire. Ils n'ont jamais connu le milieu naturel. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans cet exemple-là, c'est que cette expérience montre à quel point ils ont une mémoire visuelle qui est extraordinaire. Il y a une excellente mémoire, ils ont une espèce de mémoire photographique. Nous, quand on essaye de faire la tâche, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, il est où le 1, il est où le 2, puis le temps qu'on trouve le 3, les rectangles, ils sont recouverts en fait. Probablement que les chimpanzés, eux, ont une espèce de mémoire visuelle beaucoup plus globale, une espèce de photographie de l'écran qui leur permet d'avoir une mémoire globale de l'écran. Et ça, c'est vraiment un héritage évolutif, hein. Il y a une transmission qu'on a parfois du mal à démontrer parce que la génétique est extrêmement complexe, mais il y a clairement une transmission des compétences qui ont été et des performances qui ont été acquises au cours de l'évolution. Et très clairement, j'en parlais au tout début avant de commencer cette conférence, les chimpanzés en milieu naturel, pour les avoir un petit peu étudiés, et puis il y a beaucoup de collègues qui les ont étudiés vraiment pour la mémoire spatiale, ils ont une capacité à se souvenir des endroits précis où sont les fruits à consommer, les meilleurs fruits à consommer en fonction de la saison, une mémoire spatiale qui est absolument extraordinaire. Moi, la première fois que je suis allée en Côte d'Ivoire,
J'avais ma vieille boussole, enfin en gros en forêt dense, en 5 minutes j'étais perdue et puis je voyais le chimpanzé devant, derrière lequel je courais, comme je pouvais, qui zigzaguait de partout et il allait toujours vers le nord. Je me dis: «Mais comment il fait quoi?» Ils ont des mémoires spatiales absolument hallucinantes et ça clairement, des animaux qui sont étudiés comme ça en captivité, qui n'ont jamais connu le milieu naturel, c'est vraiment le témoin qui a un héritage évolutif de capacités qui se sont transmises de génération en génération et décortiquer d'ailleurs ces mécanismes, c'est assez fascinant. Et puis il y a un autre domaine, alors là par contre je vais peut-être accélérer un peu, que vous ayez le temps de poser des questions. Il y a plein d'autres domaines, hein, où on peut bien sûr, constater, différentes intelligences animales et il y a des domaines, qui sont très intéressants, qui sont liés à la coopération et à l'altruisme. Moi le premier exemple, que j'ai bien connu de coopération, il était relativement simple. J'avais été embauchée aux Eaux-de-Thoiry, c'était ma toute première expérience, hein, je devais avoir 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. J'avais été embauchée aux Eaux-de-Thoiry, d'abord pour m'occuper des animaux, mais aussi pour comprendre par où les macaques de Tonkéan s'évadaient. Parce qu'ils piquaient les tétines, ils piquaient les appareils photo des visiteurs, donc c'était pas une très bonne presse, pour le parc. Et en fait, je me suis rendu compte, d'ailleurs rapidement au passage, qu'ils creusaient des tunnels, qu'ils traversaient leur petite rivière à la nage. Bon, personne m'a cru, c'est pas grave. Là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout du 2e ou 3e jour, je me suis retrouvée avec, une dizaine de macaques de Tonkéan, comme vous voyez ici, qui étaient face à moi et qui me montraient les dents. Heu et donc bah, moi j'ai eu super peur, mais je me suis souvenue qu'il fallait pas bouger, pas courir. Donc je me suis retournée vers eux quand même pour voir s'ils m'attaquaient, que je puisse essayer de me défendre un petit peu. Je me suis retournée vers eux et puis, voilà, puis j'ai attendu que ça se passe. Et puis, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, j de l'autre côté, c'est-à-dire que pendant que je faisais face à eux qui me montraient les dents, qui m'intimidaient, très bien, ça marche très bien l'intimidation chez les macaques de Tonkéan. De l'autre côté, il y en avait une dizaine d'autres qui m'avaient piqué tout mon petit matériel, donc mon petit cartable, les jumelles de mon grand-père, le pauvre, mon calepin, mes stylos, et cetera, et cetera. Donc en fait, c'était vraiment une coopération entre 2 petits groupes de macaques, qui coopéraient, pour me piquer mon matériel. C'était certainement pas pour me faire du mal. D'ailleurs, maintenant que je les connais bien, je risquais pas grand-chose. Les macaques de Tonkéan sont tout à fait inoffensifs, en tout cas, avec moi. Et du coup, c'était vraiment une coopération. Il y avait un groupe qui avait pour objectif de m'intimider pour faire diversion et l'autre qui avait pour objectif final de me piquer mon matériel. Après, dans le monde animal, il y a des coopérations beaucoup plus complexes. Je vous en montre une première. Là, on est chez les baleines. La baleine d'Alaska, par exemple, elle doit manger 1 tonne de harengs par jour. Donc vous vous doutez bien que si on doit trouver tout seul 1 tonne de harengs, c'est beaucoup plus difficile que si on s'y met à plusieurs. Ce que font, ces baleines-là, vous allez avoir des individus qui vont, commencer à rabattre, les poissons vers une zone, qui est, vers une zone ciblée et puis vous allez avoir une baleine qui va commencer à se mettre au fond, pas tout au fond, hein, pas dans les abysses, hein, mais un peu en profondeur sous les poissons. Elle va commencer à faire des cercles et pendant qu'elle fait des cercles, elle va faire des bulles. Ce qui fait qu'en faisant, des bulles tout en faisant des cercles, ça va produire un cylindre de bulles qui va commencer à entourer les poissons. Ensuite, vous allez avoir les baleines qui sont au fond, qui vont commencer à remonter dans ce cylindre et donc les poissons vont commencer à remonter vers la surface et ils vont être piégés, hein, dans le cylindre de bulles. Ils vont commencer à remonter vers la surface. Là, ce que vous voyez en haut, ce sont les bulles, une fois qu'elles sont en surface et puis une fois que les poissons sont tous, en surface et ben, il y a un partage de la nourriture entre les baleines d'Alaska. Partage de la nourriture, dans mes études, c'était spécifique aux humains. Je vous rassure, pas du tout. Et puis dans la coopération, il y a cet exemple-là que j'aime bien donner chez les rats, qui passent malheureusement beaucoup pour des mal-aimés, pour des raisons historiques, liées à la peste, à des pandémies, et cetera. Mais en l'occurrence, sur le plan, de l'intelligence, ils sont absolument fascinants à étudier. Et là, je vous montre une expérience qui a été publiée dans Science. Enfin, ça a été vraiment une expérience très complexe. Je vous en montre juste, un exemple que je trouve assez fascinant. Le contexte n'est pas très rigolo pour les rats. Vous avez un petit rat qui est enfermé ici dans une petite boîte en plexiglas et il est placé dans une pièce dans laquelle il y a du chocolat, en vente libre, j'allais dire, dans lequel il y a du chocolat à volonté. L'expérience commence quand vous mettez un autre petit rat dans cette même pièce et qui donc a le choix
entre libérer son copain ou aller manger le chocolat. Sachant que le chocolat pour un rat, pour en avoir eu à la maison, enfin c'est pas que pour les rats d'ailleurs, que c'est addictif au passage le chocolat. En l'occurrence, le chocolat pour un rat, c'est extrêmement excitant. Eh bien, dans cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe? 7 fois sur 10, vous allez avoir le rat qui va passer, mais ça ne dure pas 10 minutes l'histoire. Il peut passer des jours et des nuits à tout faire pour libérer son congénère et ensuite ils vont partager le chocolat. D'un point de vue de la coopération, c'est extrêmement complexe de réussir cette tâche. Pour les humains, ce sont des tâches qui sont extrêmement compliquées. Par exemple, on a beaucoup plus tendance à être individualiste dans ces cas-là. Ce n'est pas forcément un problème de moralité, ce sont des processus neuronaux, Emmanuel, on ne vous entend plus. Oh là là, ouais, C'est bon, comment ça se c'est fait? bon. J'ai mon micro qui se coupe. Bah, Où est-ce que ça s'est arrêté? Quand est-ce que il y a 10 secondes. Chocolat. Quand vous au disiez chocolat? ouais. D'accord. Non, mais les humains, voilà, que le rat avait bien passé le temps qu'il fallait pour d'abord libérer son copain et ensuite partager le Partager chocolat, c'est et ça. que l'humain, c'était beaucoup plus individualiste. Voilà, bah, c'est ça. Bah, ça va, on n'a pas raté beaucoup. Ou alors ce qui est sûr, c'est que ce sont des tâches qui sont extrêmement difficiles à réussir. Si on entend par là que la réussite, c'est de partager et d'être altruiste. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément un problème de moralité. C'est beaucoup des problèmes qui sont liés à des circuits neuronaux qui sont extrêmement difficiles à surmonter. C'est-à-dire que quand vous partez sur une tâche comme ça, vous pensez spontanément ou inconsciemment à sauver votre peau, et sauver votre peau, c'est manger, tout simplement, et pas forcément le partage. Sauf qu'à l'échelle de l'évolution, j'ai pas mal de collègues qui travaillent là-dessus, c'est assez fascinant. On se rend compte que finalement, l'individualisme et la triche, à l'échelle de l'évolution, ça marche pas très bien, et que la coopération marche mieux. Et ce serait peut-être bien qu'on s'en serve un peu en ce moment de ces théories de l'évolution. Après, en termes de coopération chez les éléphants, encore une fois, il y a énormément d'exemples de cas où vous allez avoir de la coopération pour sauver des bébés qui sont coincés, pour coopérer pour enlever des lances qui sont coincées dans certains éléphants, enfin, etc. Il y a beaucoup de cas. Et puis là, je vous montre ça, je résistais pas. C'est un ranger qui a réussi d'ailleurs à sauver un éléphanteau. Mais c'est là où vous vous rendez compte qu'un éléphanteau, ça pèse déjà son petit poids. Mais c'est juste pour vous montrer que la coopération interspécifique, c'est-à-dire entre espèces, elle existe aussi, et que des fois, les humains font des grandes choses. Oh là là, je pense au de l'heure. J'accélère un peu. Non, c'est pas grave, dites tout ce que vous avez à dire. D'accord, vous me virez si c'est trop long. Ouais. J'ai été trop longue au début. Mais juste pour, je vous le dis quand même, parce que c'est tellement rigolo ces exemples-là. La tricherie ponctuelle existe chez certaines espèces, et notamment chez le drongo brillant. C'est un oiseau qui est capable d'imiter, alors maintenant c'est même plus que 45, j'ai lu avant-hier, ils ont encore découvert d'autres cris, environ une cinquantaine de cris différents, d'autres animaux. Et en fait, un exemple on trouve des vidéos assez facilement de ce comportement chez le drongo. C'est quand il imite un cri d'alarme de prédateurs des suricates. Vous savez, chez les suricates, il y a ce qu'on appelle les sentinelles. Ce sont des individus qui sont là pour donner des cris d'alarme quand il y a un prédateur qui arrive, un rapace par exemple, un serpent, etc. Et le drongo, en fait, lui, il imite le cri d'alarme des sentinelles, ce qui fait que les suricates vont se planquer dans leur terrier, pensant qu'il y a un prédateur. Et pendant ce temps-là, ils lâchent leur proie. Alors, en l'occurrence, c'était un magnifique ver que vous voyez ici. Et donc, les suricates lâchent leur proie, et les drongos en profitent pour venir piquer la nourriture. Donc, il y a des cas comme ça de tricherie. Il y en a des plus complexes encore, chez les babouins, chez les chimpanzés, chez les bonobos. La triche, ça existe. Mais encore une fois, à l'échelle de l'évolution, coopérer, en général, ça fonctionne mieux. Et puis, on va finir par ce que j'avais appelé dans mon livre l'intelligence du cœur. Les émotions participent aussi parfois
à des cas de coopération, à des cas d'entraide et donc à une augmentation de la survie potentielle de certains individus et a fortiori d'une espèce. Et on va terminer juste par quelques cas d'émotions parce que c'est tellement insupportable quand on entend que les émotions complexes sont le propre des humains, etc., que j'aime bien finir par ça. Ce sont des cas un petit peu, entre guillemets, extrêmes, mais c'est pas grave. Là, je vous présente Coco, si vous ne le connaissez pas. Si vous ne la connaissez pas, c'est une femelle. Alors, elle est morte il n'y a pas très longtemps, Coco. C'est une femelle gorille qui a été très étudiée aux États-Unis par une chercheuse qui voulait finalement faire le pendant de ce qui avait été fait chez Kanzi et Washoe, des célèbres bonobos qui avaient été étudiés aux États-Unis aussi, dans le cadre de la langue des signes. Et donc, en fait, elle lui a appris une langue des signes à Coco pour pouvoir communiquer avec elle. Ce qui s'est passé chez Coco, c'est qu'au moment de la maturité sexuelle, elle était vraiment dans un contexte beaucoup trop de solitude, manque affectif, pas de bébé, etc. Et la chercheuse a eu l'idée de lui offrir des chatons. Et il y a un des petits chatons, All Ball, avec lequel elle est devenue très proche et elle s'en est occupée, elle jouait avec, enfin, c'était vraiment, alors là, les images sont vraiment magnifiques. Scientifiquement parlant, c'est quelque chose de discutable, mais en tout cas, en termes de relations tissées entre les deux, c'était absolument magnifique. Malheureusement, ce qui s'est passé, si vous ne connaissez pas l'histoire, hein, c'est que ce petit chaton s'est fait un jour renverser par une voiture et il est mort, malheureusement. Et la séquence que je vais vous montrer, si vous ne l'avez jamais vue, c'est le moment où la chercheuse va exprimer en langue des signes, alors c'est une langue des signes américaine, mais elle va lui exprimer en langue des signes que son chaton est mort et on voit la réaction de Coco. Oups, ça part pas. Ah si, ça va. Oups. Voilà, donc là, il fait les signes malheureux, triste, malheureux. Elle a compris tout de suite, hein. Elle va le refaire plusieurs fois. Voilà, et ce qui est, bon, ce qui est aussi intéressant dans cet exemple-là, c'est que le comportement de Coco dans les heures et les semaines qui ont suivi était complètement en adéquation avec, avec sa réaction en langue des signes qu'il a ouvertement transmise dès qu'il a appris, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des émotions. Il y a des cas en milieu naturel où il y a des mamans qui se laissent mourir après la mort d'un bébé. Enfin bon, les émotions sont une évidence. J'ai juste envie de dire une évidence. Là où c'est plus difficile à démontrer, c'est chez des animaux qui ont un petit peu moins d'expression, notamment faciale. On y travaille un petit peu en ce moment d'ailleurs, pour essayer de comprendre des émotions chez des animaux qui n'ont, enfin, pour lesquels c'est beaucoup moins flagrant. Mais de toute évidence, les émotions existent chez énormément de bestioles, y compris chez les serpents qu'on est en train d'étudier en ce moment. Un autre exemple, je résiste pas, hein, Jane Goodall avec Yves Coppens, c'était mes premières lectures, mes premiers amours, j'ai envie de dire. Jane Goodall, elle a consacré sa vie à protéger les chimpanzés parce que le milieu scientifique était d'une rigueur absolument insupportable et insurmontable pour elle à ses débuts, malgré ses magnifiques découvertes. Et là, la scène que vous allez voir, c'est, elle le disait elle-même, hein, c'est l'un des moments les plus surprenants et émouvants de sa vie, et pourtant, elle en a connu beaucoup. C'est le moment où elle va relâcher Wunda. Alors, il l'avait appelée Wunda parce que dans le dialecte local en République démocratique du Congo, ça veut dire proche de mourir. Donc, c'est le moment où il la relâche et où elle retourne en forêt. Donc, il l'avait récupérée dans un état catastrophique. Ils l'ont remis sur pied, si j'ose dire. Et là, c'est le moment où ils vont libérer Wunda. Elle a eu un peu de mal à partir, Wunda. Bon, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Sabrina, ma collègue Sabrina a vécu un moment comme ça aussi en Ouganda. Moi, j'en ai connu beaucoup, alors pas en milieu naturel parce que j'y suis pas restée assez longtemps, mais j'en ai connu beaucoup en parc zoologique. Il y a énormément d'échanges qui sont évidemment très émouvants. Alors, pour conclure,
La première chose, c'est qu'ils sont souvent plus malins que nous. Je vous ai déjà montré quelques exemples qui étaient flagrants. Je vous montre 2 exemples qui sont issus de mes expériences avec les labyrinthes. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué au début, on avait fait des labyrinthes pour comprendre comment ils allaient manipuler leur outil et choisir leur outil pour ramener la noix le plus facilement possible, comment est-ce qu'ils allaient éviter les obstacles, etc. Je vais vous montrer ce qu'une femelle bonobo a fait au premier essai et ce pourquoi on n'a pas travaillé sur les raisins frais après. Voilà. Alors, comme vous le voyez, elle galère un peu là parce qu'elle n'avait pas prévu, mais il y a un petit obstacle là sur son outil. Mais là, c'est Daniela. C'est celle d'ailleurs qui après a utilisé les outils courbés. Donc elle, dans le genre Maline, c'était pas mal. Donc elle s'est fabriqué un harpon, vous voyez. Donc je ne vais pas m'embêter avec des obstacles, je vais me fabriquer un harpon. Donc du coup, après, c'est pour ça qu'on a mis des noix et pas des raisins frais. Et là, je vais vous montrer la solution qui a été adoptée par une petite femelle capucin. Donc vous vous souvenez, ceux qui utilisaient au départ des outils pour casser les noix. Voilà. Pourquoi utiliser un outil quand l'expérimentateur est mauvais? En gros, on avait mal fixé le labyrinthe, elle l'a vu tout de suite et elle a fait sauter le labyrinthe pour récupérer ses noisettes. Donc pas besoin d'utiliser un outil. J'ai juste oublié de vous dire un petit truc sur la vidéo d'avant là pour les bonobos, c'est qu'à la fin, vous entendez un petit cri. C'est un cri de satisfaction chez les bonobos. En gros, elle était très contente de nous avoir eu, hein. C'était flagrant. Deuxième conclusion, il faut remettre l'intelligence à sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence, elle est partout, elle est plurielle et elle est là depuis 4 milliards d'années. C'est-à-dire qu'en gros, depuis que la vie est là, il y a de l'intelligence. On a des chercheurs en biologie qui travaillent sur l'intelligence des bactéries et des virus. Puis alors, on sait de quoi on parle en ce moment. Donc voilà, tout est question de contexte. C'est extrêmement important. En gros, j'adore cette citation. Elle a été longtemps attribuée à Einstein. Ils n'en sont pas sûrs, mais peu importe. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson en fonction de sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. C'est exactement ça. Il faut vraiment étudier une espèce dans le bon contexte et c'est pour ça que c'est très difficile de comparer les espèces entre elles, puisque chacune, en fait, on doit juger du comportement d'une espèce dans son milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si vous mettez un humain hyper intelligent au milieu du Sahara, je vous jure que, enfin, hyper intelligent dans son pays, dans son contexte, dans sa profession, dans tout ce que vous voulez, et vous le collez au milieu du Sahara, il va survivre 24 heures, hein. Il sera complètement idiot dans un sens adaptatif. Et à l'inverse, la petite fourmi du Sahara qui est brillante dans le Sahara, si vous lui demandez de faire une conférence demain soir pour vous, elle va être bien embêtée, elle sera bien stupide. Donc, c'est vraiment une question de contexte et c'est aussi pour ça que c'est très difficile de comparer les animaux entre eux, même si on le fait quand même pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer au cours de l'évolution. Autre point très important pour conclure, c'est qu'il faut remettre l'intelligence à sa place, mais il faut aussi remettre l'humain à sa place. L'humain, c'est une goutte d'eau dans l'évolution. Yves Coppens, il détestait quand je disais ça. J'entends bien pourquoi. Il me disait, oui, enfin, une grosse goutte d'eau quand même. C'est vrai, une grosse goutte d'eau quand même. Mais ce que j'entends par là, c'est que moi qui m'amusais à faire ça petite, mais j'avais des problèmes d'échelle, je mettais des feuilles partout dans l'appartement de mes pauvres parents pour essayer de comprendre si je mettais les feuilles les unes derrière les autres pour représenter l'évolution, à quel moment les humains apparaissaient. Et avec mon échelle, les humains, ils apparaissaient jamais. Il y avait des feuilles partout dans l'appart. En gros, là, voilà, en fait, si on représente ça sur une pendule de 12 heures, les humains, ils arrivent à aller à midi moins 3. Et entre-temps, vous avez les bactéries, les protéines, les pluricellulaires, les poulpes. J'aime bien mettre les poulpes parce qu'ils sont super malins, les dinosaures, etc. Donc, à l'échelle de l'évolution, on n'est quand même pas grand-chose. Et on n'est pas grand-chose et en même temps, c'est là que je rejoins Coppens, on peut être extrêmement brillant. Moi, je suis toujours hallucinée quand je vois qu'il y a des astronautes qui peuvent se promener dans l'espace autour de la station internationale, spatiale internationale. Donc, c'est assez hallucinant. Et en même temps, parfois stupide. Moi, j'aime bien travailler sur les anciens, dont Lamarck était un très grand naturaliste. On dirait que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Il a écrit ça en 1820. Je vous laisse imaginer ce que ce pauvre Lamarck dirait aujourd'hui, où on a contribué, c'est pas que nous qui sommes responsables, mais on a largement contribué à la disparition d'énormément de bestioles. En ce moment, nous, on a des chiffres régulièrement qui tombent. Je vous jure que c'est effrayant, hein. Alors c'est paradoxal de devoir expliquer que les animaux sont utiles pour les protéger, mais face à l'urgence actuelle, je crois qu'on n'a plus trop le choix. On a encore tout à apprendre des animaux. Alors pour vous la faire courte,
on pense que, selon les biologistes, qu'il y a entre 2 et 10 millions d'espèces animales. Entre 2 et 10 millions d'espèces animales. Et sur ces 2 à 10 millions d'espèces animales, on n'en a décrites que 10 000. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. Et il y a il y a tout plein de zones qui sont absolument sous-étudiées, je pense au milieu aquatique en particulier, alors qu'il y a encore tout à découvrir et qu'il y a des animaux qui sont indispensables pour nous améliorer, nous. Là, je vous ai mis juste quelques exemples. Les papillons morphos, ils nous aident en ce moment à améliorer les panneaux solaires. Ça, ça peut être l'objet d'une conférence sur la bio-inspiration, qui a été l'objet d'un autre de mes ouvrages. Les libellules qui inspirent les nouveaux nanodrones, le martin pêcheur et des nouveaux casques, le martin pêcheur, pardon, toute la famille des pics, dont les pivers, hein, qui tapent 12 000 fois par jour sur un tronc et qui n'ont jamais mal à la tête. Ça inspire des nouveaux casques sécurisés. Nous, on avait travaillé sur les ours polaires. Ça améliore tous les mécanismes d'anti-aquaplaning parce que leur structure, elle est faite de telle manière qu'on améliore la structure des pneus. Le martin pêcheur et le TGV japonais. Le mamba, une découverte française d'ailleurs, dont le venin a des molécules qui ont des propriétés antidouleurs, mais sans les effets antidouleurs aussi puissants que la morphine, mais sans les effets secondaires. La soie des araignées qui nous aide en ce moment, par exemple, à fabriquer des nouveaux gilets pare-balles. Il y a plein d'animaux, dont les termitières, mais il y en a d'autres qui inspirent les architectes. Enfin, il y a encore tout à découvrir. Je vous jure, quand je dis ça, c'est absolument pas exagéré. Et puis pour finir, j'ai quand même confiance en eux. Je vous montre un exemple ici où ils ont voulu mettre des drones. Ah, elle part. Des drones, ça c'est dans un très grand parc zoologique en Hollande, où ils ont voulu mettre des drones pour surveiller les chimpanzés, mais non, ils ne sont pas d'accord. donc, ça leur a coûté un petit peu de sous, parce que vous allez voir, après, il est redescendu pour aller explorer le drone. Donc j'ai confiance en eux parce que voilà, ils ont une bonne capacité, pour certains, à se défendre. Et puis dès qu'on leur laisse un petit peu de répit, là vous voyez comment ils explorent après le le drone. Quand on leur laisse un peu de répit, ça fonctionne. Bon, on l'a tous vu pendant le confinement, moi j'ai jamais vu autant d'oiseaux en banlieue parisienne qu'au moment du confinement, quoi. Les insectes, quand on a repris la voiture, il y en avait de nouveau sur les pare-brises. Donc dès qu'il y a des petites zones protégées, ça fonctionne. Donc voilà, j'ai envie d'être optimiste, voilà. Et puis pour terminer, je vous promets, je milite pour le mot émerveillement. Voilà, Coppens disait qu'il était un éternel étonné et il a fait de moi une éternelle émerveillée. Je pense qu'il faut qu'on revienne à de l'émerveillement. Alors on va finir avec un peu d'émerveillement. Ceci, alors c'est pas Magritte, ceci n'est pas une pomme, mais ceci n'est pas ceci n'est pas un serpent, pardon, ceci est une chenille. Vous voyez les petites pattes ici qui sont accrochées. C'est des mécanismes de mimétisme pour justement ne pas se faire choper par les prédateurs. Ici, vous avez une menthe orchidée qui est absolument sublime, qui se confond dans les orchidées. Ça l'empêche pas d'être une sacrée prédatrice, mais ici, vous avez un caméléon, peut-être qui est un peu moins connu que d'autres. C'est un caméléon qui se confond dans les feuilles. Vous voyez ici, c'est sa queue, on dirait vraiment une feuille avec les pattes ici. Là, vous avez un petit hippocampe, qui est le Barbarei, qui est d'ailleurs, c'était la couverture d'un de mes ouvrages, parce que je le trouve juste sublime. Il se confond dans sa gorgone. Vous avez son petit œil là, son petit nez. Il se confond dans sa gorgone, c'est absolument sublime. Et puis dans la même famille, vous avez une autre espèce qui est un hippocampe qui ressemble aux algues. Vous voyez son nez, sa tête, son corps. Voilà, c'est les prolongements qui ressemblent vraiment à des algues. Et puis pour terminer de chez terminé, je vous promets, on va finir par un exemple. Ça s'est passé il n'y a pas très longtemps dans un zoo aux États-Unis. Vous avez une femelle qui a été obligée de subir une césarienne au moment de la naissance de son petit, césarienne sous anesthésie générale. Donc au moment où le petit est sorti, donc elle n'était absolument pas consciente. Elle est restée 48 heures en observation sans pouvoir voir son bébé. Et ce que je vais vous montrer là, alors je vais juste vérifier que j'ai bien coupé le son parce que on entend toutes les réactions, bien sûr, des soigneurs qui sont ultra heureux, mais quand ce que vous allez voir là, c'est quand la maman va retrouver son petit, alors qu'elle ne sait même pas qu'il est vivant, quoi. Donc voilà, je vous laisse savourer. Et où le son, le son? Attendez, excusez-moi, je vais juste. Il y a des soucis. Voilà.
Elle regarde et là, il va bouger. Coucou. Voilà, ça, ce sont des moments, comment dire, je suis pas là pour défendre les os, mais ce sont des moments quand ils arrivent en captivité, c'est des choses qu'on ne peut pas voir en milieu naturel. Et là, vous voyez une maman qui a eu un bébé qui ne le sait même pas s'il est vivant, s'il est mort. Ça fait 48 heures que le bébé est né et qu'elle était en anesthésie générale et qu'elle a eu beaucoup de mal à récupérer. Voilà, elle récupère son bébé, elle le reconnaît évidemment immédiatement. Et c'est juste très joli. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, j'ai fait très long. Si vous avez des questions, je serais ravie d'essayer d'y répondre. Et là, pour la petite anecdote, c'est mon dernier ouvrage qui est sorti. Malheureusement, il est sorti juste après le décès d'Yves Coppens. Il savait que je l'écrivais, la BD. Mais voilà, et c'est les autres livres que j'ai pu écrire, mais peu importe, c'est juste si ça vous intéresse. Mais voilà, si vous avez des questions, je serais ravie de vous répondre. Écoutez, merci infiniment Emmanuel pour cette passionnante conférence. Et personnellement, je pense que je ne suis pas la seule, mais on a très envie de vous écouter pour une prochaine conférence sur le biomimétisme, effectivement. On peut regarder dans le chat tous les messages d'émerveillement et de remerciements C'est gentil. pour vous. Et puis, Didier, on va peut-être couper J'enlève le partage d'écran. Oui, par exemple, ça peut être bien. Et puis, on va couper l'enregistrement pour commencer à poser les questions.